suis arrivé chez Revolut, on avait 15 millions de clients. Maintenant, on en a 65 millions dans 39 pays. Tout de suite avec Antoine Lenel, vice-président de Revolut Monde. Vous êtes le vice-président monde du groupe Revolut. On a fait plus de 3,5 milliards de chiffre d'affaires en 2024 et une valorisation aujourd'hui à 75 milliards de dollars. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas beaucoup d'entreprises européennes qui ont un succès mondial ? Tu remarqueras que les seules entreprises européennes qui ont une domination, on va dire, mondiale, Spotify, Adyen, Klarna, c'est des boîtes qui ont pensé global dès le début. L'écosystème tech vient beaucoup des exits passés. Elon Musk, qui vient de PayPal. De PayPal, il a fait Tesla. De Tesla, il a fait SpaceX. De SpaceX, il a fait Twitter, etc., etc. Mais des exemples comme ça, il y en a des dizaines et des centaines. Mais c'est quoi les canaux qui génèrent le plus de talent chez vous ? Il faut savoir que l'année dernière, on a eu 1 million de candidatures. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui permet de faire le tri. Une IA que vous avez développée vous-même ? Ouais, c'est ça. Nick, ça a l'air d'être un spécimen. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris à son contact ? Ouais, c'est son niveau d'ambition. À un moment, je lui dis, imagine presque 1 milliard de bénéfices. C'est quand même pas mal. Puis il s'arrête, il me dit non, c'est nul. Dans la vision qu'il a, c'est rien du tout. Hyper intéressant. Tu peux avoir la meilleure idée du monde, ça suffit pas, quoi. Ça sert à rien. En fait, l'idée, c'est presque pas très important. C'est comment tu l'exécutes. Où est-ce que, entre guillemets, Revolut est radical et ça participe à créer ces résultats ? La radicalité de Revolut, elle est dans sa... Avant qu'on démarre l'épisode, sachez que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire comme quoi les épisodes qu'on fait, ça vous aide et ça fait trop plaisir. Ce qui nous surprend, c'est que vous êtes 74% à suivre les épisodes et ça sans être abonné. Vous abonner, c'est le moyen gratuit et le plus simple de nous aider à produire des épisodes de plus en plus fous avec des invités délirants. Donc en tout cas, merci pour votre soutien et bon épisode. Bonjour à tous, Antoine, et on n'est pas à un paradoxe près. En tout cas Antoine, je suis très content que tu sois là. Comme je te le disais juste avant, Revolut, c'est une boîte que j'adore. J'essayais de savoir, mais je pense que je suis client depuis 2017, 2016, peut-être même avant, perso et pro. Donc vraiment trop cool. Et ce que j'ai aimé dans la boîte et qu'on va creuser ensemble, je l'ai ressenti chez toi juste en te parlant, c'est le côté ambitieux, une forme de révolution un peu radicale, qu'on retrouve aussi d'ailleurs chez le fondateur, ce côté que je retrouve un peu chez Reed Hastings de Netflix. Ce truc où on fait pas semblant, on n'essaye pas de lisser le message, on est un peu plus dans... On assume l'amour de la performance en fait. Je pense que c'est ça que j'aime chez Revolut et que je suis content de creuser avec toi. Peut-être tu peux donner quelques chiffres pour qu'on réalise à quel point Revolut c'est massif. Revolut, 65 millions de clients dans 39 pays. Une vitesse d'acquisition, on est à peu près 1 million de clients tous les 17 jours. Donc, tous les 17 jours, on rajoute 1 million de clients, ce qui est assez incroyable. Des résultats financiers qui sont très forts. On a fait plus de 3,5 milliards de chiffre d'affaires en 2024, à 900 millions de résultats nets, donc de bénéfices. Et une valorisation aujourd'hui à 75 milliards de dollars, ce qui met Revolut dans les 10 entreprises les plus valorisées dans le monde. Derrière, on va dire les SpaceX, OpenAI, TikTok et compagnie, mais la seule entreprise européenne qui est dans ce classement. Donc c'est vraiment la success story un petit peu européenne du moment. Ouais. C'est beau ça. Et j'aime bien cette idée que la stratégie, c'est ce à quoi tu dis non. J'imagine que pour arriver à amener Revolut à ce niveau-là et aller là où vous avez envie d'aller dans cette domination mondiale, tu pourrais me lister des choses auxquelles Revolut dit non, auxquelles toi-même peut-être tu dis non en tant que directeur, manager, qui permettent ce genre de résultats. Que ce soit produit, growth, que ce soit culture, recrutement. Où est-ce que, entre guillemets, Revolut est radical et ça participe à créer ces résultats ? D'accord. Alors je pense que la radicalité de Revolut, elle est dans sa gestion de la performance. D'accord ? Gestion de sa performance au niveau produit, au niveau équipe et au niveau individuel. Je pense qu'aujourd'hui, la performance d'une entreprise, elle est avant tout liée à sa culture et à quel point on est strict sur sa culture. Parce que tu connais toutes ces boîtes, tu sais, où tu as le joli site internet avec les valeurs de la boîte, etc., etc. Et je pense qu'elles ont toutes des très belles valeurs, mais la vraie question, c'est à quel point elles sont vécues. Elles sont vécues. Et je pense que la vraie force de Revolut, c'est qu'on vit nos valeurs à 100%, avec tout ce que ça implique de facile comme de pas facile. Et du coup, ça implique beaucoup de pas facile. Qu'est-ce que quelqu'un qui connaît juste Revolut de loin se rend pas compte de comment marche la machine à l'intérieur pour arriver à produire un géant comme ça ? Alors, la gestion de la performance.
Aujourd'hui, on a mis la barre très très haut en termes de talent, en termes de qualité des personnes avec lesquelles on travaille. Ça demande énormément d'efforts à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a par exemple des systèmes de revue de la performance qui est fait de manière trimestrielle, où c'est très dur, parce que tous les trimestres, on a les objectifs qui montent, et qui met beaucoup de pression, du coup, forcément, sur les équipes, parce que les équipes sont aussi très responsables de ce qu'elles font. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dilution de la responsabilité, c'est-à-dire qu'on laisse beaucoup d'autonomie aux équipes, qui favorisent l'innovation, l'agilité, etc. Mais en même temps, les gens sont responsables de leur succès, mais sont aussi responsables de leurs échecs, avec ce que ça représente. Donc du coup, on est sur un modèle de gestion de la performance qui va être beaucoup plus proche, on va dire, de l'investment banking ou des grands cabinets de conseil, etc., avec un turnover qui est plus important que l'ensemble des boîtes de tech. C'est-à-dire que nous, c'est pas... Tu verras jamais de baby-foot dans la cuisine de Revolut, si tu veux. Ça n'arrivera jamais, si tu veux. C'est pas du tout l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a eu un virage tech, il y a de ça 4-5 ans ou autre, où vraiment c'était beaucoup sur... Tu rentrais dans une boîte tech pour tout ce que ça représentait. Oui, le fun, le baby-foot, Voilà, de la bienveillance. Exactement. Alors que nous, ce qu'on recherche chez Revolut, et on en est conscient, on vient chez Revolut parce qu'on est ambitieux. Parce qu'on veut vraiment apprendre des choses, on veut changer les choses. Et après, ça ne veut pas dire qu'on va rester toute sa vie chez Revolut. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui vont passer que 2-3 années peut-être chez Revolut et qui derrière vont être entrepreneurs, vont aller ailleurs, etc., etc. Et je pense que c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que les 2-3 ans que la personne peut passer chez Revolut vont être extrêmement intenses. La personne va beaucoup apporter à l'entreprise et l'entreprise va beaucoup apporter à l'individu parce qu'il va être stimulé à apprendre beaucoup de choses. Et tu peux illustrer ce que ça veut dire barre haute? Parce que je pense que tu prends le sport, tu discutes avec plein de personnes de niveaux différents, ils vont tous te dire qu'ils ont la barre haute. Et après, tu discutes avec Michael Jordan, où tu le vois dans The Last Dance, et là, tu te dis, ah ok, il est ailleurs en termes d'exigence. C'est quoi concrètement, où est-ce que, par exemple, Revolut attend des gens, ou peut-être une boîte tech qui avance, mais qui n'a pas ce genre de résultat, va pas attendre à ce point-là? Ce qui est hyper intéressant, si tu veux, c'est qu'on met énormément d'efforts sur le recrutement et la qualité du recrutement. C'est-à-dire que, évidemment, les candidats sont notés, mais ceux qui font passer les entretiens sont notés aussi. Par qui? Alors, par le candidat d'abord, okay, de telle manière à voir si l'entretien s'est bien passé, mais surtout sur la qualité des candidats recrutés. C'est-à-dire que si un recruteur a tendance à recruter des gens qui ne passent pas à la fin de la période d'essai, il va arrêter de faire passer les entretiens. Au contraire, quelqu'un qui va recruter des gens très performants, et en fait, on classe les gens qui passent les entretiens en 4 catégories. Il y a les gens qui sont très forts, donc c'est-à-dire qu'ils arrivent à montrer qu'ils recrutent des gens très bons. Alors eux, ils deviennent instructeurs. Okay. D'accord, donc ils apprennent aux autres à comment faire passer les entretiens. Ensuite, il y a la deuxième catégorie. Eux, ils sont bons, donc ça va, pas de problème, ils restent là comme ça. Troisième catégorie, il y a un peu d'effort à faire. Et donc du coup, ce qu'on fait, c'est que leurs entretiens, maintenant, il y a un des instructeurs qui écoute et qui aide pendant plusieurs semaines de telle manière à ce que les entretiens se passent bien. Et ensuite, il y a la quatrième catégorie du recruteur qui n'est pas bon et du coup qui arrête de faire passer les entretiens. Intéressant. Et donc du coup, tout le monde est classé de telle manière à ce qu'on assure le meilleur de nos recrutements. Donc voilà, donc c'est quelque chose de très quantitatif, de telle manière à ce que, on offre les meilleures expériences aux candidats, mais que derrière, nos recruteurs, donc moi j'en fais partie, je suis noté. Moi-même, je suis noté en tant que... parce que je fais passer beaucoup d'entretiens, etc. Et donc je vois la qualité des cohortes, si tu veux, de candidats que je fais passer. Donc là, c'est sur la partie sélection, sur la partie trouver les talents. Ouais. C'est quoi? Alors maintenant, la brand de Revolut, elle est beaucoup plus installée, donc j'imagine il y a plus d'inbound et de meilleure qualité. Mais c'est quoi les canaux qui génèrent le plus de talents chez vous? Alors, il faut savoir que l'année dernière, donc en 2024, je n'ai pas encore les chiffres de 2025, on a eu 1 million de candidatures. Wow. Il y a 1 million de personnes qui ont fait candidature pour venir chez Revolut. D'accord ? Donc c'est énorme. Donc parce que en fait, on est très honnête sur ce que c'est. On sait que c'est pas facile, Revolut, mais du coup, d'une certaine manière, ça attire. Parce que les gens disent, c'est important pour mon CV, etc., etc. Je vais apprendre tellement de choses, ça va être tellement incroyable. Et finalement, des opportunités comme ça, comme on discutait avant, en Europe, il y en a pas des masses, si tu veux. C'est pas comme peut-être tu peux trouver à San Francisco ou autre. Donc du coup, ça génère beaucoup de volume. Donc derrière, 1 million de candidatures, évidemment, tu as beaucoup d'intelligence artificielle qui permet de faire le tri.
Ok. Parce que tu peux pas faire 1 million, tu peux pas traiter 1 million de candidatures de manière. Une IA que vous avez développée vous-même? Ouais, c'est ça. Donc, il fait un scanning en fait des différentes expériences, etc. Et qui apprend justement sur les modèles de réussite. Donc, on voit ceux qui ont réussi et donc le modèle en fait s'auto-alimente et s'auto-améliore. Et donc ça peut exclure quelqu'un automatiquement. Oui, oui, bien sûr. Ok. Oui, bien sûr. Et donc du coup, là Après, sur le... tu as des fausses positives, d'une Oui. certaine manière. Et malheureusement, c'est comme ça. De la même manière, par exemple, quand on fait passer. Chez un humain, de toute façon, c'est pareil. Comment? Chez un humain, c'est pareil. Bah de oui, toute façon. bah oui. Donc, forcément, c'est sûr, on rate des gens. Ça, c'est sûr. Mais c'est une manière un peu 20-80 de trouver des gens intéressants. Exactement. Mais donc là, c'est Exactement. l'inbound. Mais est-ce que vous chassez activement? Est-ce que vous Oui, allez... on chasse. Mais alors, on chasse nous-mêmes. On n'utilise pas d'agence pour recruter, etc. On fait la chasse nous-mêmes. Mais en général, ça va être pour des rôles très spécifiques, etc. Peut-être un différent niveau de seniorité. Mais finalement, nous, chez Revolut, on recrute très peu de gens seniors. Très, très peu de gens seniors. Parce que on croit assez peu en dehors du monde purement bancaire, où là, il y a besoin d'expertise sur le modèle bancaire, etc. Mais en dehors du modèle bancaire, en fait, l'expérience a finalement peu d'importance parce que de toute manière, on est en train d'inventer quelque chose de nouveau. Donc, de Donc, tu quelle veux des gens expérience qui ont faim. j'ai vraiment besoin? Exactement. J'ai besoin des gens qui ont faim, qui sont capables d'inventer les choses, qui sont capables de disrupter une situation et de se challenger au jour le jour. Donc aujourd'hui, c'est ça l'opportunité. Et en fait, et des gens qui ont trop d'expérience ont tendance à être parfois paralysés par tout ce qu'ils connaissent d'avant. Et en fait, on bouscule tellement la manière de faire les choses qui est incroyable. Je te prends mon exemple personnel. Mon patron est venu me chercher pour gérer tout le marketing et la croissance d'une banque. Et moi, je viens de chez Candy Crush. Est-ce que les banques traditionnelles ou autres seraient allées chercher un profil comme ça? Ah non. Ben non, évidemment que non. Sauf que moi, je viens avec des mécaniques de pensée. Alors, pas forcément la connaissance de la banque. Mais qu'est-ce qu'il vient chercher chez toi? Mais il vient chercher plusieurs choses. Un, il vient chercher la capacité à faire de l'échelle très vite. En termes marketing, en termes de marketing et de croissance. C'est-à-dire que moi, quand j'étais chez King, donc j'étais en charge de la croissance aussi, je générais 1 million de téléchargements par jour. D'accord ? Donc c'était des choses énormes, des budgets aussi qui étaient forcément conséquents en termes de marketing. Et donc c'est cette capacité à aller très vite, très fort, très gros. Et donc tiens, juste pour rentrer dans ta tête, toi tu arrives à Revolut, comment tu audites l'entreprise? Qu'est-ce que tu te dis? C'est quoi les questions que tu te poses ou les frameworks que tu utilises pour dire ok, j'ai cette boîte là, comment j'accélère la croissance? Je pense qu'il y a que 2 choses à regarder quand on rentre dans une entreprise. Un, c'est est-ce que le produit est bon? Parce que surtout dans un contexte de croissance et de marketing, etc., c'est impossible de vendre un produit qui est moyen. D'accord? Donc déjà, faire son audit du produit, comprendre s'il est bon. Et le deuxième, c'est la culture. Quelle est la culture d'entreprise? Et voilà. Et là, clairement, quand on voit Revolut, la culture était la bonne. Donc tu as les deux, mais je veux dire quand tu vas rentrer une fois que tu es en poste, Oui. pour pouvoir créer ce niveau d'échelle, Oui. J'aimerais rentrer dans ta tête. C'est comment tu analyses les opportunités de croissance. D'accord. Alors, Comment tu vas les trouver, comment tu brainstorm, comment tu réfléchis, comment tu t'y prends, quel framework tu utilises, ça m'intéresse de... C'est très mécanique, hein, c'est très simple. Hein, il faut pas croire qu'il y a des recettes magiques, etc. C'est très simple. La croissance, il y a deux variables qui rentrent en compte. C'est un, le coût d'acquisition, et deux, la valeur client. D'accord ? Ce qu'il faut, c'est que ta valeur client soit supérieure à tes coûts d'acquisition. Évident. C'est très simple. Sauf qu'une fois que tu dis ça, la complexité commence. C'est-à-dire que la complexité commence en ce sens où tu ne gagnes que si tu arrives à un niveau de granularité très faible. C'est-à-dire que si au global, tu as ta valeur client qui vaut tant et au global, tes coûts d'acquisition qui vaut tant, ok, ça marche, mais ça ne veut pas dire qu'au niveau, quand tu descends à un niveau plus bas, quand tu zoomes, ça marche encore. Et ce que tu veux dire pour tout le monde, c'est que tu peux au global t'en sortir, mais ça se trouve tu perds de l'argent sur la moitié de tes stratégies, Exactement. tes tactiques, parce qu'en fait on a d'autres qui overperforment et qui du coup compensent. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au final, le marketing, c'est un peu comme la science du vide. C'est-à-dire que c'est comme la matière. La matière, c'est 99,9% de vide. Et ben, le marketing, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a très peu de clics par rapport au nombre d'impressions.
Donc 99% du marketing est inutile d'une certaine manière, tu vois, tu peux dire. Et donc du coup, la science de la croissance, c'est comment est-ce que tu arrives à descendre de telle manière à ce que tu minimises l'inefficacité globale, on va dire, du marketing. Et donc c'est là où ça devient très intéressant parce que tu vas être par canal, par sous-segment, par niveau de créatif, etc., etc. Tu vas comprendre que c'est pas que la plupart des boîtes ont une bonne idée des coûts d'acquisition, mais en général une très mauvaise idée des valeurs clients. Parce que ce qui est important, c'est pas le coût de ton acquisition, c'est le ratio entre la valeur client et ton coût d'acquisition. Parce que ce que tu vas voir, c'est que si tu mets une pub TikTok avec telle vidéo, ça va faire venir des clients qui ont peut-être tel profil, alors que sur Twitter, ça va faire venir des gens avec un différent profil. Et donc Et forcément, potentiellement, tu en as un qui te coûte 2 fois plus cher, mais qui te ramène des clients qui vont rester plus longtemps. exactement. Ok. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai mis en place. Quand je suis arrivé, en fait, mes coûts d'acquisition, ils se sont presque envolés quand je suis arrivé. Sauf que mon retour sur investissement s'est envolé. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu te focalises sur tes coûts d'acquisition, en fait, tu vas toujours chercher Le moins bon client. enfin, le moins bon client. Parce qu'en fait, tu vas tellement te focaliser sur tes coûts d'acquisition que tu vas vraiment chercher en bas. Mais du coup, concrètement, Ouais. donc j'ai bien compris que tu suis pas seulement le CAC, mais ton retour sur finalement sur l'investissement marketing. Ouais. Mais tu le mesures à quelle échelle de temps? Alors, c'est ça aussi l'autre aspect. C'est-à-dire qu'il faut le mesurer à un horizon de temps très court, de telle manière à pouvoir optimiser tes campagnes en temps réel. Et donc, du coup, c'est là l'enjeu de la qualité de ton infrastructure analytique, parce que grosso modo, au bout d'une semaine, il faut que tu sois capable de prédire semaine. la valeur client dans 12, 18, 24 mois. Le problème, c'est qu'en une semaine, les gens, ils ont limite pas fini de faire l'onboarding, si tu veux. Ils sont à peine clients. Et donc, avec les signaux très tôt, il faut Mhm. essayer de comprendre qu'est-ce que ça va me donner, qu'est-ce que ces cohortes vont me donner dans 12-24 mois. Donc, c'est là où, une fois de plus, ça devient très analytique et très scientifique pour comprendre et avoir une bonne idée avec une marge d'erreur aussi minime. Parce que permet, comme ça, tu sais, là j'ai mon ROI qui monte, qui est bon ou pas bon, pardon. Et donc, du coup, j'accélère ou je décélère mon investissement. Mais du coup, concrètement, j'arrive à comprendre le côté, ok, on va tester tel canal ou on va monter le budget parce qu'on veut aller chercher un autre type de client. Ouais. Mais typiquement, au début, tu n'as pas de recul. Non. Donc, c'est quoi qui te permet de te dire, là, c'est une bonne direction? Si tu essaies de me projeter au début, tu me dis que ton coût d'acquisition, il monte. Qu'est-ce qui te fait dire, ok, c'est la bonne direction et pas je suis un fou, je suis en train de cramer du cash? Alors, en grosso modo, tu as tu peux construire ton modèle de valeur client de deux manières. Un, sur la donnée disponible. Et deux, sur des forecasts. D'accord, sur des projections. Sur des projections futures. Et donc, après, ce qu'il faut faire, c'est... par exemple, si tu lances un nouveau pays, on va dire tu lances un nouveau pays sur lequel j'ai aucune donnée, en fait, d'une certaine manière. Donc là, tu te bases sur les prédictions, d'accord. Donc là, forcément, tu fais un pari, quand même, d'une certaine manière. Mais tant que ton modèle il est bien fait de telle manière à ce qu'au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, en fait, tu mets de plus en plus de données, de telle manière à ce que ta proportion de données qui vient de prédiction et donc, en fait, de pure... imagination, il n'y a pas forcément grand-chose. Tu réduis ça et tu le remplaces par de la donnée. Et donc, quand tu arrives, parce que je trouve qu'un des enjeux au niveau marketing, alors, tu peux faire tellement de trucs. Tu peux aller voir des affiliés, tu peux faire du referral, donc du parrainage. Oui. Tu peux faire de l'ads, tu peux créer du contenu organique. Il y a Ouais. 6-7 réseaux principaux. Sur chacun des réseaux, tu peux faire du format court, du format long, du podcast, de la télé. Enfin, je trouve que l'enjeu qui est le plus dur pour un entrepreneur et un marketeur, c'est ok, où est-ce que je mets mon énergie? Oui. À quel moment je suis en train de me disperser versus au contraire, c'est plutôt vertueux parce que je teste suffisamment. Comment tu abordes ça? Alors moi, j'ai une vue très claire par rapport à ça. C'est un peu une vue pyramidale, c'est-à-dire que tu commences toujours la croissance par la viralité. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ton produit doit être suffisamment bon pour croître de lui-même, d'une certaine manière, à un certain niveau. D'accord ? Donc si ton produit n'est pas capable de croître tout seul, Donc là, tu parles de referral. ouais. Alors tu peux soit le mettre, mais ça peut être juste du referral organique, c'est-à-dire que tu donnes même pas d'argent, c'est juste Oui. toi qui parles à ton copain, dis Bouche tiens, à oreille. vas-y, bouche à oreille, classique et compagnie. Parce que s'il n'y a pas du tout de bouche à oreille, travaille encore un peu sur ton produit, parce que probablement le produit est pas si bon. Si ton produit il est pas suffisamment bon pour que les gens en parlent,
probablement il faut parler un petit peu plus, il faut retravailler un petit peu le produit. Mais malgré tout, ça va pas très vite. Donc ce que tu fais, c'est que de ton bouche à oreille plutôt organique, tu passes à un bouche à oreille que tu monétises un petit peu. Donc où tu vas donner des bonus, etc. pour essayer de pousser. Donc ça, là, tu commences comme ça. Après, tu continues avec du marketing très ciblé. Parce que une fois que tu auras commencé avec tes premières cohortes organiques et de viralité, etc., tu commences à avoir une compréhension un peu plus fine de quels sont tes bons clients et quels sont tes clients qui sont moins bons. Donc du coup, derrière, tu commences sur un marketing ciblé pour aller chercher les bons clients. Et quand tu dis tu arrives à mieux les comprendre, par de la donnée ou en les appelant? Non, par la donnée. Mais tu vas voir quoi? Démographie? Non, grosso modo, oui. Alors, C'est quoi un bon client? Enfin, c'est quoi les caractéristiques? C'est dans le sens âge, pouvoir d'achat, c'est dans ce sens-là? oui, c'est ça, exactement. C'est grosso modo lesquels te génèrent le plus de marge, avec quel client tu génères le plus de profit, quel type de produit ils utilisent, etc., de telle manière à pouvoir ensuite cibler des gens qui sont intéressés par ce produit-là. Parce que sur des produits Revolut ou autres, en général, tu as potentiellement plusieurs produits, tu as une gamme, mais tu as des produits qui sont plus d'appel, d'acquisition, et des produits qui vont te permettre de monétiser, etc. Donc c'est essayer de comprendre un petit peu quels sont tes... Donc, tu peux me donner un exemple pour que j'arrive à visualiser un type de client qui n'est pas du tout idéal versus un client qui est plutôt idéal? Alors, en client idéal, on va dire c'est un client qui va venir pour un produit spécifique qui va pas forcément coûter trop cher, et ensuite qui va monétiser et qui va se rajouter d'autres produits le long de la chaîne de valeur. C'est exactement ce que font les supermarchés, par exemple. Les supermarchés, par exemple, il y a toujours une guerre commerciale sur les couches. Pourquoi? Parce que si tu mets un prix très bas sur les couches, c'est suffisant pour faire venir les clients, mais derrière, c'est pas grave, tu fais pas d'argent sur les couches, tu vas faire de l'argent sur le Nutella que tu vas vendre à côté, si tu veux. Donc, tu as des produits comme ça qui fonctionnent, et c'est exactement pareil, si tu veux, avec Revolut. On a des produits d'appel, et ensuite, on monétise sur le... Mais du coup, ce que j'essaie de comprendre, c'est... En fait, j'essaie de comprendre qu'est-ce que tu vois quand tu parles d'un client idéal, et après comment tu le trouves. Typiquement, je trouve que ce qui est complexe là, par exemple avec Meta, c'est, en tout cas, j'ai pas assez creusé, en tout cas c'est ce que me disent mes équipes au minimum, c'est que ils sont plus dans dire on veut des gens de 25, Oui, mais 28 ça, c'est ans. parce que c'est plus manuel. Parce que moi, je sais pas, c'est les algorithmes qui me le disent. Grosso modo, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu vas laisser Meta, quand tu vas laisser Google, TikTok, etc., en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des milliers de campagnes qui tournent en parallèle. Alors, une campagne, c'est grosso modo soit au niveau pays, plateforme, créative, etc., etc. Et en fait, tu vas avoir un coût d'acquisition sur cette sous-campagne, et tu vas avoir tes gross profits sur cette campagne. Et donc après, c'est de l'automatisation. Je ne sais même pas pourquoi ça marche. Je n'ai pas besoin de savoir Mais c'est pourquoi. ça quand tu dis, entre guillemets, c'est via par exemple un méta que tu vas te dire ok je booste la campagne. Exactement. Et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas besoin de savoir pourquoi ça gagne, si tu veux. Je pense qu'on passe toujours beaucoup trop de temps à essayer de comprendre pourquoi ça gagne, alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est juste pousser quand ça gagne et arrêter de pousser quand ça gagne pas. Ce que je veux dire, c'est que la partie viralité, elle est importante parce que c'est elle qui me permet d'agréger de la donnée, de manière à pouvoir projeter mes profits par client. Mais du coup, pour revenir sur la question du choix, comment t'en arrives par exemple à dire ok on va aller travailler avec un Inoxtag ou un autre versus, parce que le thème, il y a plusieurs thèmes qui reviennent dans l'entrepreneuriat, mais le thème qui revient tout le temps c'est le focus. Ouais. Comment tu te dis à un moment donné, là on n'est pas en train de s'éparpiller versus il faut au contraire qu'on teste un truc nouveau? Donc c'est les phases. Donc la première phase viralité, la deuxième phase marketing ciblé, la troisième phase... Marketing ciblé c'est YouTube, voilà. Google, etc. Voilà, c'est ça. La troisième phase, c'est ce que j'appelle un peu du mid-funnel, c'est-à-dire que c'est quasiment du marketing de marque, quasiment du brand marketing, si tu veux, mais sur laquelle tu vas avoir encore un certain nombre de données déterministiques et pas juste probabilistiques. Donc pour l'exemple, c'est typiquement la télé, le problème c'est tu payes une pub. Trop probabilistique. Tu sais pas vraiment ce que ça veut dire comme Alors que l'avantage, notamment des influenceurs et de tout ça, c'est que ça te permet d'avoir accès à une audience très large et donc de commencer à travailler sur la marque, etc. et exposer une audience plus large tout en gardant un certain niveau d'attribution. Parce qu'au final, grâce aux clics, etc., alors tu captures pas tout, mais au moins tu es capable de savoir ce qui marche mieux et ce qui marche moins bien. D'accord ?
Donc ça, c'est très pratique parce que donc, du coup, tu es capable de rediriger ton trafic et de savoir quel type de contenu va marcher mieux qu'un autre, etc. Et tu vas pouvoir ajuster parce que tu as des données qui sont non... tu peux pas, tu peux pas les discuter si tu veux. C'est des données puisque c'est de l'attribution déterministique. Mais donc, de base, votre approche, ça va être de dire il faut qu'on fasse un volume suffisamment gros d'expérience dans ce canal-là pour avoir cette donnée-là. Par exemple, vous allez vous dire on teste un créateur ou on teste direct 10 créateurs et chacun 5 vidéos, comme ça on a 50 tests et on a de la donnée. Ouais, alors c'est un peu entre les deux, je pense. C'est surtout pas un créateur, parce que ça sert à rien, parce que grosso modo, tu sais pas si tu vas avoir un coup de chance ou pas de la chance. Ouais. Donc en fait, tu vas commencer plutôt par 5 créateurs. Est-ce que vous avez une forme formalisée de type de personnes sur lequel Revolut ne doit pas s'associer? Alors ça, oui, alors surtout dans le monde de la finance, si tu veux. On sait qu'il y a eu beaucoup d'influenceurs qui se promènent à Dubaï ou autres, etc., sur lequel nous, on se positionne pas du tout. Et d'ailleurs, on se positionne très peu sur des influenceurs qui sont spécialisés en finance ou autres, parce que c'est pas forcément notre objectif. Notre objectif, c'est de présenter Revolut à une audience la plus large possible et faire... Parce que gérer son argent et avoir une banque, c'est le cas de tout le monde. C'est pas juste le cas de ceux qui s'intéressent à la finance. Ouais. Tout le monde doit gérer son argent, tout le monde. Donc il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher cette niche, entre guillemets, d'influenceurs qui seraient soi-disant des leaders d'opinion ou quoi que ce soit. Et dans les types de créateurs auxquels vous avez bossé, qui se sont avérés au final pas créer de ROI, il y a quoi de commun? Je pense que c'est pas tant le profil que la qualité de l'intégration. Je pense que la qualité de l'intégration, c'est-à-dire que ce qui marche le mieux, c'est l'influenceur qui connaît le produit, qui aime le produit, qui du coup en parle avec authenticité. Parce que c'est ça la vraie force des réseaux sociaux et des influenceurs, c'est par rapport aux médias plus traditionnels, il y a beaucoup plus d'authenticité. Et je pense que c'est ça que les gens capturent. Et ça se sent quand un influenceur va promouvoir un produit auquel il n'est pas proche, auquel il n'a pas forcément d'atomes crochus, etc., ça va se sentir que, grosso modo, l'annonceur, il est juste là pour financer la vidéo, et puis bye bye, on passe. Donc en fait, nous, ce qu'on voit, c'est vraiment, plus l'influenceur a un lien avec le produit, et donc du coup est capable de mettre le produit en scène, de cette manière, mieux ça marche, parce que du coup, son audience va pouvoir mieux connecter avec le produit. Et dans le choix, tu disais les influenceurs s'influencent. Comment ça marche le process créatif pour vous, stratégique? Vous listez une forme de liste de top personnes avec qui vous associez? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, nous, notre opportunité, c'est de dire, surtout là où on veut se positionner Revolut, on ne se positionne pas comme challenger ou autre. On veut se positionner en leader du marché. Donc quand tu veux être leader du marché, il faut travailler avec les leaders, quels qu'ils soient. Que ce soit au niveau influenceur, mais c'est vrai pour tous les partenariats qu'on peut faire, il faut que ce soit avec des leaders sur leur marché. Je pense que il y avait une anecdote un peu marrante de Paul Mirabel qui avait fait une vidéo de son lancement de sa chaîne YouTube sur sa première vidéo. Il dit un jour peut-être Revolut va me sponsoriser et ça sera la consécration comme quoi mon channel aura été un succès. Et donc voilà. Et donc ça montre quand on s'associe avec les bons influenceurs, on devient d'une certaine manière une référence sur le marché. Et ça aide à amplifier notre positionnement. Sur le côté, soit marketing, soit business au sens large, c'est quoi les endroits où toi, tu n'es pas d'accord avec des préconceptions ou des idées business, marketing, ou sans dire que tu n'es pas d'accord du tout, mais au minimum, tu penses qu'il manque un millimètre? Alors, d'abord, le marketing. Alors moi, je suis pas à la base, moi je suis un ingénieur, j'ai jamais étudié le marketing, j'ai jamais lu un livre marketing, je pense que ça ne sert strictement à rien. Je pense que les grands concepts marketing, etc., ça sert strictement à rien. Je pense que ce sont des idées préconçues et je pense que de toute manière, les solutions dépendent trop de la situation dans laquelle on est. Je pense qu'on ne peut pas juste arriver en disant voilà la recette, par exemple là ce que j'ai expliqué sur les différentes étapes de la croissance, ça sera très différent d'un produit à l'autre. Ça a très bien marché pour Revolut, mais ça peut être différent. Donc
utiliser des choses préécrites, etc., je pense que vraiment ça sert à rien. C'est une perte de temps. L'autre chose qui est une perte de temps, c'est faire des benchmarks. Je pense que ça, c'est une perte de temps. Nous, on ne fait pas du tout de benchmark. Benchmark de quel type, juste parce que... Non, regardez ce que fait la concurrence Ok. ou autre, etc. Je pense que c'est une perte de temps absolue. Nous, ce qu'on fait, par exemple, à Revolut, c'est que la mise en concurrence, elle n'est pas contre les concurrents locaux, mais elle est en fait entre les pays. Explique. Donc, grosso modo, moi, j'ai un budget marketing et j'opère Tu crées de la compétition, tu peux aller au sein des pays de Revolut. Exactement. Donc, par exemple, parce que grosso modo, comme je cherche la même performance au sein des pays, quand j'ai un pays qui va surperformer, Tu lui donnes plus de budget. exactement, il va avoir plus de budget. Donc, au final, le vrai concurrent de Revolut France, ça va pas être... C'est Revolut UK. Ça va être Revolut UK. Ouais. Mais sauf que c'est beaucoup plus facile comme benchmark, Revolut UK. Parce que c'est plus juste. Parce que j'ai toute la data. Je peux tout voir. Je triche. Le livre, il est ouvert. Donc, c'est-à-dire que, parce que quand on fait des benchmarks, de la concurrence, etc., on voit tout ce qu'ils font. On voit pas ce qui marche. Mais on voit pas ce qui marche. Et donc, Parce en que fait, tu peux copier des trucs qui foirent. exactement. Alors que là, j'ai Revolut Allemagne, Revolut France, Revolut Espagne, Revolut Italie. Tout le monde fait un peu des choses différentes. Et donc, tout le monde triche sur tout le monde. Comme ça, tout le monde récupère que les meilleures idées de tout le monde. Et donc, au final, on y gagne. Et on gagne un temps fou et une efficacité folle à passer beaucoup plus de temps à se regarder, nous, faire notre concurrence un peu entre nous-mêmes. Et ça, c'est un outil qui est formidable. Donc ça, c'est le deuxième point, je pense. Arrêter de faire des benchmarks. Le deuxième, je pense qu'il faut plus responsabiliser les équipes, que ce soit marketing, que ce soit produit, de telle manière. Je pense qu'il y a une culture de l'échec qui s'est installée, où, grosso modo, dire que quand on échoue, c'est pas grave, on apprend de ses échecs, etc. Alors oui, c'est vrai, on apprend de ses échecs, mais je pense qu'on apprend beaucoup plus de ses succès. D'accord ? C'est plus facile de savoir ce qu'il faut faire que de savoir ce qu'il ne faut pas faire. Ça va plus vite quand même. Et je pense qu'à un moment, c'est très important de responsabiliser beaucoup plus les gens, et notamment, c'est pour ça, par exemple, tout ce qui est A/B testing, etc., etc. Je pense que c'est très bien dans un monde d'optimisation, mais je pense que ça déresponsabilise aussi les équipes. D'accord ? Parce qu'au final, ils laissent ça un petit peu à la donnée, alors que des moments, quand on veut faire des choses à une certaine échelle, t'as pas forcément besoin d'A/B testing. Justement, creuse ça, parce que je t'ai vu en parler dans 20VC, ça m'a intrigué. Tu disais que tu viens d'une culture où c'était A/B test massif, micro, et tu arrives à Revolut, et là tu te rends compte qu'en fait, on va être beaucoup moins dans l'A/B test, beaucoup plus dans tester direct. Ça m'intéresse de comprendre. Alors en fait, ça dépend vraiment des deux situations. Je pense que je ne vais pas dire que l'A/B testing, c'est mal. L'A/B testing, c'est bien dans certaines conditions, et dans certaines conditions, il ne faut pas faire d'A/B testing. Les situations dans lesquelles il ne faut pas faire d'A/B testing, selon moi, c'est quand on va faire des lancements de produits, quand on cherche à faire du 10x. Quand on essaie vraiment de faire des choses très grosses, tu n'as pas besoin d'A/B testing. Je pense que tes équipes produits doivent être beaucoup plus responsabilisées, et donc savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et surtout, ce que tu gagnes, c'est que tu accélères énormément ton go-to-market. Parce que quand tu vas faire un A/B testing, d'abord tu lances les A/B tests, etc. Après, tu vois qui c'est qui gagne pas. Là, tu Et parles ensuite, d'A/B test au niveau de la campagne ou au niveau des features produits? Non, au niveau des features produits, par exemple. Mais après, au niveau des grosses campagnes, ça va dépendre. Des grosses campagnes, tu peux pas tout A/B tester parce que de toute manière, ça va être un peu difficile. Mais par contre, l'A/B test, il est très fort dans tout ce qui est optimisation. Alors ça, pour le coup, on tourne des milliers et des milliers d'optimisations, que ce soit des optimisations de créatives, etc., etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en A/B testing. Je fais même des A/B testing au niveau aéroport. Par exemple, je fais beaucoup de pubs dans les aéroports. On va en parler. J'en ai mis un à Copenhague, mais j'en ai pas mis un à Stockholm. Comme ça me fait un A/B test entre le Danemark et la Suède. Et comme ça, j'arrive à voir aussi quel est l'impact de mon aéroport dans un pays versus un autre. Et donc, je pense, précise encore plus ce que tu veux dire. L'A/B test n'est pas pertinent quand on veut faire 10x. Voilà, c'est ça. Exactement. Quand on veut faire 10x, c'est pas pertinent. Ça te ralentit et ça déresponsabilise les équipes. Mais donc, j'essaie même de voir pour moi comment ça s'applique. C'est-à-dire, du coup, si je veux pas faire d'A/B test, je vais faire quoi en fait? Tu lances.
Donc lancer, c'est dans le sens, je développe une feature, je fais une forme de promotion Voilà, tu la lances. et je vois le résultat. Et en fait, Exactement. du coup, je mesure quoi? Si je mesure pas en comparaison d'un A/B test, je mesure si la performance elle est Après, exceptionnelle. oui, exactement. Parce que de toute façon, si tu veux faire 10x, tu fais une analyse avant-après, ça, tu vas le voir tout de suite. Si tu le vois pas, c'est probablement que ce que tu as lancé, c'est pas suffisamment bon, de toute Est-ce manière. que j'essaie de comprendre le sous-jacent de ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que. Parce qu'on pourrait. Si je prends l'avocat du diable, je pourrais me dire, bah ouais, mais je vais réussir à 10x en faisant mes 77 A/B tests et au bout d'un moment, je vais trouver le truc qui fait 10x. Ouais. Là, ce que tu es en train de dire, c'est que tu dis que si de base, il n'y a pas une forme de traction, Ouais. je suis trop loin de la bonne direction. C'est un peu comme si voilà, je voulais aller au nord, et là je suis en train d'aller ici. En fait, ça sert à rien que je fasse 1 degré parce que de toute façon, je vais vers le sud là. C'est ça. Et donc, il faut Exactement. que je fasse des gros changements jusqu'à Exactement. sentir que je me rapproche d'un truc qui est en train de me tirer. C'est ça? Et c'est de là que vient la vélocité. C'est comme ça qu'on arrive à lancer énormément de produits, qu'on arrive à garder la cadence, etc., etc. Parce qu'après, en même temps aussi, imagine, tu es responsable produit, tu dois lancer ton produit, on te dit que tu n'as pas d'A/B test. Tu vas bien réfléchir pour s'assurer que c'est le bon produit que tu sors. Hein. Tu vois? Parce que tu n'as pas de safety net. Tu vois? T'as pas de... Tu y vas directement. Quoi. Et à Revolut, quand il y a une feature qui sort, elle est directement déployée auprès de tous les clients. Alors non, alors après ça c'est l'avantage qu'on a nous, c'est qu'on est présent dans 39 pays. Donc du coup, ça nous permet en fait de pouvoir voir la performance dans un pays avant de le lancer dans l'autre, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on fonctionne partout. Par exemple, notre système de points qui s'appelle RevPoints, qui est un programme de fidélité, on l'a lancé d'abord en Espagne et ensuite on a pu l'améliorer un petit peu de telle manière à ce que quand on pensait qu'il était prêt, on allait lancer partout. C'est quoi les apprentissages par exemple entre la première version et maintenant? Par exemple, c'est le niveau générosité. Quel niveau de générosité tu dois donner en termes de points par rapport à ton niveau de dépenses, etc., etc. Parce que tes économiques vont être très différentes parce que ça coûte très cher un programme de fidélité pour une entreprise. Donc il faut s'assurer que ce soit suffisamment attractif pour le client pour que ça crée de l'engagement, mais en même temps, il faut qu'économiquement, ce soit viable. Et comment vous avez trouvé ça du coup? Grosso modo, tu regardes tes élasticités. Tu fais des élasticités où tu vois par rapport à ton niveau de générosité, quel est le niveau d'engagement. Vous avez là testé différents nombres de points. Exactement. Intéressant. Et donc là, tu parlais tout à l'heure des aéroports. Ouais. Pareil, comment on en arrive à une idée comme ça? Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que tu creuses le côté intégration produit. Je ne l'avais jamais entendu jusqu'à maintenant. Ça paraît évident quand tu me le décris, mais en tout cas, de base, je pourrais me dire je vais faire des aéroports de base et pas penser l'intégration produit. Donc, il y a deux questions. Il y a comment le brainstorming se passe à Revolut pour arriver à aboutir à une idée comme ça. Ouais. Qui a ces idées-là? Comment ça se passe? Comment est les formalités de brainstorming? Ouais. Et après, on creusera l'intégration produit. Alors, si je continue dans ma pyramide, tu te souviens? On est toujours dans la pyramide entre la viralité, le marketing ciblé, ensuite le milieu de funnel, etc. Et ensuite, au-dessus, tout là-haut, tu as ce qui va être beaucoup plus brand marketing. Où là, du coup, tu as un impact beaucoup plus fort de présence et d'une certaine manière des totems. C'est un peu un totem de crédibilité que tu poses. Maintenant, comment est-ce que tu fais en sorte de mettre de tels totems sans nécessairement renier l'approche data? Exactement, la structure analytique de la Growth Engine. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu pousses au maximum l'intégration produit. Alors, dans le cas d'un aéroport, c'est quoi l'intégration produit? Eh ben, c'est très simple. Donc, tu as les tunnels d'accès aux avions. Donc là, qu'on a mis Revolut dans 18 marchés. Alors, pas en France encore. Mais, donc, ça veut dire que c'est après la sécurité. Non, c'est l'accès à l'avion. Tu sais, après, quand tu rentres dans l'avion, tu sais, les tunnels, tu vois, comme HSBC, etc. Donc, on a 18, maintenant, il y a 18 aéroports en Europe. Madrid, Barcelone, Munich, Hambourg, Vienne, Prague, Copenhague, etc. Maintenant, c'est complètement brandé Revolut. Tout est complètement brandé Revolut. Et là, tu te dis, mais attends, là, comment tu mesures ça? C'est juste des logos et des stickers que tu mets un peu partout Revolut. Sauf que ce qu'on a fait, c'est qu'au bout du tunnel, dans le terminal, on a mis des distributeurs automatiques de cartes.
Et donc, en fait, c'est des endroits où les gens peuvent Créer un compte créer un compte et récupérer en fait une carte direct. direct. Et en fait, du coup, ça me permet, moi, de mesurer le retour sur investissement déjà partie, ouais. de manière déterministique. Je sais déjà ce qui marche pas et comment je récupère mes billes sur ça. Parce que j'ai réussi à intégrer mon produit du brand awareness, brand impact, d'une certaine manière, jusqu'à l'inscription sur Evoluté. Donc du coup, c'est full funnel. Ça me permet de faire en fait du full funnel. Un autre exemple. Attends, mais juste qu'on s'arrête parce que pour moi c'est énorme. C'est-à-dire que ce changement-là, enfin, il peut tout changer dans la trajectoire d'une boîte. C'est-à-dire Ouais. que de se dire, parce qu'effectivement, de se dire, oui, ben oui, voilà, c'est aéroport, on va pas pouvoir mesurer le retour, c'est comme ça. De casser ce statu quo-là et de se dire comment on fait et comment de manière créative on peut le mesurer, pour moi, enfin, c'est énorme. Juste que je préfère m'arrêter pour que tout le monde réalise que ça vaut le coup de se poser et de réfléchir à ça. Ouais. Parce que je l'ai jamais entendu comme ça. Étant juste pour qu'on creuse ça. Comment, parce que une fois que c'est fait, ça paraît évident. Alors, comment on l'a fait? On a commencé par Rome il y a 1 an et demi. Donc, il y a 1 an et demi, on a commencé avec l'aéroport de Rome. On a fait un full takeover de l'aéroport de Rome. Mais dès la version 1, il y a le côté, on va Ah oui, mettre... il faut tout faire d'un coup. Ça sert à rien de faire un petit peu. Donc, on a mis tout l'aéroport. Mais donc ça on a m'intéresse mis- presque avant ça. Au moment, comment ça se passe de on veut aller dans les aéroports à quel est le process pour accoucher de l'idée? Est-ce que c'est genre évident dès le début, dès la version 1, on comprend que c'est... Ça va très vite. Honnêtement, ça va très très vite. C'est quasiment version 1. Parce Mais qu'en c'est fait, qui est responsable de ça? c'est Nick et moi. Donc, le Nick, le CEO, qui aime beaucoup les aéroports, il trouve que c'est une super idée. Et puis moi. Et donc, vous discutez, l'idée d'intégrer via des distributeurs, Ouais. elle se fait immédiatement. Ouais, Parce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait sous une autre forme ailleurs ou pas, les distributeurs? Alors, on distribuait déjà des cartes anonymes. Mais c'est-à-dire qu'on faisait des events, etc., où on distribuait des cartes anonymes comme ça, et ça marche très bien. On l'a fait dans des festivals de musique, etc. Mais il n'y avait pas de machine en tant que telle. Et donc là, c'était plutôt des personnes qui distribuaient les cartes. Et à un moment, l'idée est venue de se dire pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas en place directement des machines. Et donc en fait, maintenant, c'est des machines. Mais la machine, On a vous vu. avez trouvé un fournisseur qui le Ouais, fait? Vous c'est ça. avez... Non, on a trouvé un fournisseur, on construit les machines, je crois qu'elles viennent de Chine ou d'Inde, je sais plus. Je crois. Donc il y a eu besoin de coder des trucs pour arriver à que la machine fonctionne. Ouais. C'est nous on a une équipe qui s'occupe des machines, et c'est la même équipe qui a fait les distributeurs automatiques de billets, parce que maintenant on a des DAB DAB, en Espagne c'est quoi DAB? pour retirer du cash. Ok. En Espagne, ATM. pareil, un ATM, on a des ATM où tu peux retirer du cash ou des cartes. Pour faire Incroyable. tout ce que tu veux du compte sur Evo. Et c'est la même équipe. On a une équipe qui justement construit les machines. Et on fait les machines, on fait tout nous-mêmes. Alors après, on a des sous-traitants pour tout ce qui est hardware. Mais tout le design, etc. Et le software de la machine, etc. C'est nous qui faisons Et tu ça. penses que c'est applicable à vraiment tous les canaux? Genre la télé, il y aurait une manière de le faire pour arriver à mieux mesurer? Ouais, alors après, tu as différents types de télé. Parce que tu vas avoir la télé plus linéaire. Mais après, ce qui est très fort, nous, on fait beaucoup, c'est tout ce qui est streaming, etc. Et en fait, tu peux faire du tracking déterministique parce que c'est des DSP au final. Donc tu peux avoir un certain niveau de tracking qui peut te permettre au moins de savoir le niveau de performance, comme les téléconnectés, etc., qui te permettent d'avoir un niveau de performance dans ça. Mais si tu veux, je pense que cette idée d'intégration produit, je pense qu'on a plein d'autres exemples, que ce soit par exemple la NBA, on fait la NBA. Et du coup, on est partenaire pour la vente des billets, où il faut être... Donc pareil, j'aimerais qu'on se remette avant. Comment on en arrive à se dire la NBA et pourquoi pas le foot ou j'en sais rien, le tennis? Pourquoi enfin, Alors, historiquement, là, c'est intéressant. La NBA est arrivée assez tôt. C'était il y a déjà 2 ans. En fait, non, les discussions, c'est il y a plus de 2 ans, ça faisait 2-3 ans. Donc, on était encore un peu plus petit. Et c'est la NBA qui nous a approchés pour les matchs à Paris. Et on s'est dit, super, c'est une super marque, la NBA. eux en mode on cherche un sponsor? Ouais, c'est ça, exactement. Donc nous, on s'est dit, tiens, c'est intéressant, la NBA, c'est quand même un super niveau, etc. On va apprendre plein de choses, parce que là, tu viens avec beaucoup d'humilité, parce que la NBA, c'est une machine qui est colossale, si tu veux. Donc du coup, on a appris plein de choses à travailler avec des gens comme ça. Et en fait, on a intégré tout ce qui est vente de billets.
Donc l'accès aux billets était préférentiel pour les clients de Revolut, etc. Et rien que de créer ça, ça a créé le retour sur investissement de manière assez immédiate. Et donc nous, ça nous a permis d'apprendre à travailler avec des marques comme la NBA. Et donc pour nous, ça a été le point de départ de beaucoup plus de partenariats, où du coup de la NBA, où c'est plus la NBA qui est venue vers nous. On a eu une stratégie de partenariat où c'était beaucoup plus nous qui décidions un peu avec qui on voulait travailler, parce qu'on a la chance d'être dans cette position-là aujourd'hui. Et là, tu vois, quand tu prends par exemple Apple, quand Steve Jobs revient dans Apple, ils vont sortir la pub Think Different, où tu vois justement plusieurs de ces gens-là, d'ailleurs, au passage. Qu'est-ce qui fait que Revolut, par exemple, met pas de l'énergie sur une pub comme ça, qui est plus aspirationnelle, tu vois, qui n'est pas le produit du tout, d'ailleurs, dans la pub tu vois peut-être juste Apple à la fin marqué Think Different, peut-être c'est tout. Qu'est-ce qui fait que Revolut ne dit pas, tiens, on va aller sur ça, par exemple? Mais honnêtement, il n'y a pas de vérité fondamentale sur le temps. Je pense que on a fait des choses il y a 4 ans qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Et je pense que dans 4 ans, on fera des choses qui ne font pas de sens aujourd'hui. Donc, surtout dans un monde bancaire où la confiance est très importante, je pense qu'aujourd'hui, on a l'opportunité de développer avec Revolut une marque mondiale hyper puissante. Je ne dis pas qu'un jour, on ne fera pas des pubs comme Apple, beaucoup plus inspirationnelles. Ce qui m'intéresse de comprendre, c'est votre framework de réflexion. Pourquoi pas maintenant? C'est quoi la logique en fait? En fait, déjà, ça dépend vachement marché par marché, parce que notre niveau de pénétration, tu vois, en France, on a 6 millions de clients, donc on n'a que 10% de pénétration, alors qu'au Royaume-Uni, on est déjà à 20-25%, en Irlande, on est à 50-60%. Donc, si tu veux, en France, on est vraiment au tout début, donc on est encore dans une logique d'acquisition. D'accord ? Tu veux dire qu'une pub comme Think Different, ça fait sens plus tard? Ouais, ça fait sens plus tard. Selon moi, ça fait sens plus tard. Aujourd'hui, on est encore dans une logique d'acquisition, par exemple, en France. Alors qu'en Irlande, on a complètement changé notre approche. Donc, on est beaucoup plus dans l'approche Think Different, etc. Parce que, grosso modo, quasiment toute la population utilise déjà Revolut. Et donc, forcément, je ne suis plus à chercher des nouveaux clients. Je suis à essayer de les engager, à essayer de faire en sorte qu'ils utilisent plus le produit, etc. Donc c'est très très différent. La France a encore énormément de croissance à venir. Je pense que le jour où on aura peut-être 20-25 millions de clients, je pense que les choses vont changer un petit peu, mais je pense qu'on est encore très loin. Nick, ça a l'air d'être un spécimen, Ouais. comme beaucoup de très bons founders. Qu'est-ce que tu as appris à son contact? Moi, c'est son niveau d'ambition. Moi, je me souviens de la préparation des résultats financiers de 2024 où on regardait et à un moment, je lui dis dis donc, Nick, c'est quand même pas mal. Hein. T'imagines presque 1 milliard de bénéfices. C'est quand même pas mal. Puis il s'arrête, il me dit non, c'est nul. Parce que dans la vision qu'il a, si tu veux, c'est rien du tout, si tu veux. On est même pas au début. Et je pense que c'est ce niveau d'ambition, si tu veux, qu'il a, qui est assez phénoménal, si tu veux. C'est tant qu'on n'aura pas, grosso modo... Parce qu'il a une vraie vision, un peu comme Amazon, si tu veux, où vraiment créer une vraie plateforme, un écosystème, une plateforme mondiale de la manière de pouvoir gérer son argent d'une manière assez standardisée et juste avec la meilleure expérience client. Et je pense qu'il est tellement loin de son objectif que tout ce qu'on voit, etc., si tu veux, moi, je rate mes objectifs tous les ans. Tu vois, moi, depuis que je suis arrivé chez Revolut, on avait 15 millions de clients. Maintenant, on en a 65 millions. Et je rate mes objectifs. De combien de pourcents? Je les rate d'au moins 20-30%. Chaque fois, je les rate de beaucoup. Est-ce que ça serait un problème pour Nick, par exemple, si tu les atteignais? Genre en mode, t'as pas été assez ambitieux? Oui. Oui, exactement. Non, si, ça serait un problème. Donc, il y a un certain équilibre, si tu veux, à avoir. La donc, Google. je pense que, Les débuts. Ouais, exactement. Et je pense que c'est ce niveau d'ambition qui est remarquable. Je pense que la deuxième chose qui est remarquable, c'est sa capacité à rentrer dans les détails. C'est-à-dire que ça fait maintenant 10 ans qu'il est CEO, etc. Et il rentre toujours dans un niveau de détail très fin. Alors, pas sur tout le temps, mais sur n'importe quoi, quand il veut. D'accord ? Un peu cette vision hélicoptère, mais il est capable d'atterrir vraiment
tout en bas pour essayer de comprendre le pourquoi, du comment, etc. Et qu'est-ce qui va déclencher qui va y aller? C'est la performance. Quand il va voir que la performance n'est pas ce qu'il attend, il va descendre, il va Tunnel. creuser jusqu'à se trouver le cœur du problème, le résoudre, et puis après il va remonter, et puis Ça va durer combien de temps cette phase un peu 6 mois, je dirais. Pendant 6 mois, il va rester obsédé sur un gros sujet. Tu peux avoir des problèmes de personnes, mais tu peux avoir des problèmes de stratégie, des problèmes de priorité, parce que parfois, pourquoi est-ce qu'un produit ou quelque chose ne fonctionne pas? C'est parce que peut-être tu n'as pas forcément le bon soutien d'une équipe à côté. Oui, ou, c'est tu systémique. vois, c'est systémique. Donc parfois, résoudre un problème local, On montre 3 autres. exactement, on monte 3 autres, etc. Et donc en fait, après, il remonte, et comme ça lui permet de résoudre les autres problèmes, etc. Et au final, tout va mieux. Donc c'est pas forcément toujours un problème de personne. Ça peut être un problème de système plus que de personnes, ou des problèmes d'indicateurs de performance, ou de n'importe quoi. Peut-être que les gens ne travaillent pas sur les bonnes choses. Et donc tu dirais donc 1 l'ambition, 2 le côté hélicoptère, et s'il y avait un troisième? C'est une capacité de travail qui est juste hallucinante. Je pense que grosso modo, tu as 2 axes pour définir à quel point quelqu'un peut être fort dans ce qu'il fait. Tu as 1, le niveau d'intelligence, et 2, la capacité de travail. Et en général, les gens très intelligents ont tendance à utiliser leur intelligence pour faire autant que les autres avec moins d'efforts. Tu vois, c'est un peu leur avantage concurrentiel, tu vois, d'une certaine manière. Oui, c'est comme si au basket, tu es plus grand et que du coup, tu n'as pas besoin de faire des efforts pour mettre le ballon. Exactement. Donc en final, tu as beaucoup de gens qui sont très intelligents qui au final utilisent leur intelligence pour faire moins d'efforts. Et lui, il est dans ce rare cadran où il est extrêmement intelligent, mais il est extrêmement travailleur. Et donc ça le place d'une manière assez unique, où il met toute son intelligence et sa capacité de travail au service de Revolut, et il est vraiment focalisé sur un objectif, c'est le succès de Revolut. Et genre extrêmement travailleur pour qu'on projette, c'est quoi? Alors, Nick, il doit avoir dans les 40 ou 50 personnes qui lui rapportent directement. Putain. D'accord. Et il parle à tout le monde toutes les semaines. Non. Quasi. En asynchrone? Ouais, bien sûr. Mais je veux dire pas en call. Si, en call. Il parle tout le monde en call. En individuel? En individuel. Il est fou. Mais c'est pire que ça, parce que du coup, il a aussi... Donc, il y a une... il va participer, parce qu'on a des business reviews aussi, donc des meetings toutes les semaines, où grosso modo chaque équipe, et lui doit en revoir peut-être une 30aine. Donc on va dire que le lundi et le mardi, il a ses 30 meetings, ses 30 départements qui donnent... C'est des calls de combien de temps? Une demi-heure. Ok. Call d'une demi-heure, où grosso modo tu dis t'as fait quoi la semaine dernière et c'est quoi ton plan pour cette semaine? Et on répète toutes les semaines. Toutes les semaines, il revoit le progrès de la semaine, Mais c'est quoi Et après, le reasoning? Pourquoi il se dit pas, entre guillemets, je laisse mon GM ou je sais pas, un équivalent faire ça? Pourquoi? Non, mais c'est des GM. Tout ça, c'est ses GM. Il a juste 30-40 GM. Un GM de chaque pays? Non, c'est quoi? Non, c'est des produits. C'est plutôt par produit. Par produit. Ouais, c'est par produit, exactement. Et donc, du coup, il va faire ça le lundi et le mardi. Là, c'est 30 trucs. Et comment il apporte de la valeur sur un 30 minutes? C'est-à-dire, c'est quoi comment on sort? Parce que le risque, je trouve, dans le côté qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je vais faire, c'est d'être un peu en check-in. Et au final, tu produis pas de la valeur. Comment il fait, selon toi, pour produire de la valeur? Ou comment la structure du call fait que ça produit de la valeur? Non, déjà, il s'assure du progrès. Donc, après... Il y a une équipe qui travaille avec Revolut, qui sont les meilleurs talents de Revolut, ils sont dans le CEO Office. Un peu à la Steve Jobs. Ils sont combien de temps? Combien de personnes? Ils sont une dizaine, une quinzaine. Okay. Donc ils sont une petite équipe. Et leur travail, c'est de définir les indicateurs de pilotage. Ok. Parce qu'au final, choisir la KPI ou choisir le chiffre? Les deux. Ils choisissent le KPI et la cible. Ok. Et parce qu'en fait, une fois que tu as défini parfaitement le KPI et parfaitement la cible, les choses deviennent beaucoup plus faciles à piloter. Parce que tu ne peux pas débattre du KPI. Tu ne vas pas débattre du KPI parce qu'on a mis énormément d'intelligence dans la définition du KPI qui est très fine. Elle est très fine avec des objectifs qui sont très bien calculés, etc., etc. Et donc, à partir du moment où tous les KPI sont bien définis, en fait, toutes les semaines, on revoit où est-ce qu'on en est des KPI. Ok.
Donc du coup, lui, il voit où est-ce qu'il y a un gap dans les KPI, etc. Et du coup, il pose les questions de pourquoi est-ce qu'il y a le gap et comment est-ce qu'on va résoudre ce gap dans le KPI. Mais donc, dans les 30 minutes, j'arrive, je dis, OK, voilà, sur tel KPI, on en est là. Voilà les résultats, voilà ce que je compte faire. Ah oui, c'est très simple. Les calls, ils sont très simples. Il y a 2 moments dans le call. Il y a les 10 premières minutes, on revoit les dashboards. D'accord ? On revoit les dashboards avec les KPI, etc. Donc on voit où on en est. Et les dernières 20 minutes, on revoit le Jira Roadmap. Donc on revoit les tickets, on voit Jira Ticket, et on voit où est-ce qu'on en est. Mais lui, comment et il on apporte répète. de la valeur? Bah, lui, Parce que là, pour l'instant, j'entends une valeur autour du côté, ça crée une cadence, Ouais, ça crée... ouais. il remonte l'intensité, l'attente qu'on est censé avancer. Ça, c'est Ouais. ça que je vois le bénéfice. Ouais. Mais est-ce qu'il y a... Alors, il donne beaucoup de feedback, par exemple. On utilise aussi beaucoup Figma pour revoir les product design, etc., etc. Il a beaucoup de feedback sur le design. Beaucoup de feedback sur le design. Donc il va dire ça j'aime pas, plus comme ça, vous avez pensé à ça, etc. Exactement. Et ce que j'arrive pour l'instant pas à comprendre, c'est quelle valeur il voit, et peut-être toi ou tu vois aussi, à faire ça en synchrone versus avoir un loom que tu regardes en x2. Parce que j'aurais tendance à me dire ça, je me dis putain 50 calls, je préfère que la personne me fasse ses autres. Oui, mais parce que ce qui est hyper intéressant, si tu veux, c'est que dans chacun de ces calls, tu vas avoir une cinquantaine de personnes. Connecté. Oui, connectées. Ouais, tu vas avoir une cinquantaine de personnes connectées. Et en fait, c'est un vrai véhicule de culture. Parce que du coup, tu démontres en tant que leader ta capacité à être dans le détail. Et donc, De sa part ou de la part de sa part. De sa part. Et donc, grosso modo, tu agis en rôle modèle. Donc, c'est-à-dire que si le patron, il se donne à ce point dans à le ce détail. point-là dans le détail, ça veut dire que C'est la norme dans la boîte. c'est la norme dans la boîte. Mm. D'accord ? Moi, tu vois, et je fais exactement pareil, si tu veux, à mon niveau, etc. C'est-à-dire que tu définis, c'est comme ça qu'il faut se comporter. C'est comme ça, il faut se donner une cadence toutes les semaines, etc. Il faut démontrer des résultats chaque semaine. Il faut prouver tes résultats chaque semaine. Qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière? Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Et quels sont les problèmes? Comment tu vas résoudre les problèmes? Et à quel point tu es capable d'être dans le détail? Parce que du coup, il ne pose pas les questions au GM. Il va poser les questions à la personne qui va travailler là, et tout le sur monde. tel Figma ou sur tel produit. Exactement. Il ne va pas être intéressé par le manager, etc. C'est-à-dire que toute l'organisation est court-circuitée 100% du temps. Hyper intéressant. Ça me fait réfléchir. Ça me fait penser là à un autre founder que j'aime beaucoup qui est Brian Chesky. Moi, il m'a fait beaucoup réfléchir avec, entre autres, le concept de Founder Mode. Ouais. Ah voilà, c'est très Founder Mode. Ouais. Yes, c'est pour ça que je pensais à ça. Donc, cette capacité à créer une culture où même si on est 100, 200, 1000 salariés et plus, l'amour du détail, aller creuser. Moi, je vais avoir cette nature-là. Souvent, les gens vont me dire arrête, et je vais avoir envie de creuser n'importe quel détail de ma boîte. C'est pas facile de trouver le bon curseur entre quoi lâcher, quoi creuser. Ça va pouvoir revenir. Là, peut-être la question que je voudrais creuser avec toi, c'est au-delà de lui, comment tu crées une culture Founder Mode? Mais je pense que la réponse elle est dans la question. Tu peux pas dire au-delà de lui. Par définition. Parce que tu parles de Founder Mode. Donc c'est Founder. C'est Founder. Et donc après, c'est la capacité qu'a le Founder déjà de se comporter en Founder et d'avoir une exigence vis-à-vis de ses GMs au même niveau que celle qui s'impose à lui-même. Et c'est tout. Et après, ça cascade, si tu veux. Après, ça descend. Mais tu vois, j'ai l'impression que ce qui me manque dans l'équation, c'est que je vois, pour connaître pas mal de founders, je vois plein de founders qui ont ce côté obsession, hélicoptère, etc. Ouais. Mais n'ont pas réussi à créer la culture que là, tu me décris de Revolut. J'ai l'impression que eux ils vont être capables le samedi, le vendredi soir à 23h de dig sur n'importe quel sujet. Ouais. Mais il manque une pièce pour que ça se répercute dans la culture. Mais parce que je pense que à Revolut, il n'y a pas de compromis sur la qualité des talents. C'est-à-dire que parfois, parce que tu dois faire quelque chose, il y a une personne qui s'en occupe et tu te dis oui mais alors si cette personne-là part, si je l'enlève, comment je fais, etc. Tu géreras ça après. Si c'est pas la bonne personne, etc. On arrête. Même si et je pense qu'il y a trop d'organisations qui vont se dire ah oui mais non mais c'est mieux que rien ou quoi que ce soit. Il n'y a pas cette idée de mieux que rien si tu veux.
Il faut que ce soit absolument la bonne personne, etc., pour s'occuper de ça. Et je pense que c'est la force de Nick, c'est de jamais faire de compromis sur la qualité des talents. Et alors, ça fait une boucle avec ce que tu disais en introduction sur un peu la culture qu'il y a eu. Et de la même manière, excuse-moi de te couper, par exemple, il n'y a pas forcément une obsession en termes de rétention de talent. Tu sais, on connaît tous cette idée de mais moi je veux manager plus, je veux plus d'équipes, etc., etc. Et combien d'organisations ont été détruites? Oui, ils sont bloated. Exactement, où en fait tu commences à créer des niveaux et des couches de management qui sont juste là en fait pour faire plaisir aux personnes que tu veux retenir parce qu'ils veulent plus de scope, etc. Mais s'il n'y a pas plus de scope, il n'y a pas plus de scope. Et donc du coup, si une personne n'est pas contente dans son rôle parce qu'elle veut grandir, mais qu'en même temps j'ai pas d'opportunité pour grandir, c'est pas grave. Tu peux partir, c'est pas très grave si tu veux. C'est pas, oui forcément t'étais un très bon talent, mais il n'y a pas de bonne raison. On va pas changer une organisation Pour te faire plaisir. juste pour faire plaisir, si tu veux. Tu vois, ça ne sert à rien, si tu veux. C'est pas grave. Et il y a no hard feelings, tu vois, d'une certaine manière. Et merci, et puis à bientôt. Moi, ce qui m'intrigue dans Revolut, c'est justement, je ressens vraiment cette énergie que je vais retrouver dans des Netflix et dans des boîtes comme ça. Et la question qui m'intrigue, c'est que, alors je connais pas, même si j'ai vécu à Londres, mais je connais pas assez bien la culture anglaise, mais je vais parler pour la France. Il y a beaucoup de choses que tu vas voir sur Internet avec des balances ta startup, machin, ou qui vont critiquer cette énergie de performance, ils vont étiqueter très vite de c'est toxique, etc. Comment Revolut s'y prend pour arriver? Moi, c'est ça qui m'a inspiré. Quand j'ai même vu des vidéos de Nick, je me suis dit, ça fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir. Je sais pas, ça se trouve, ça dérange, mais moi, ça m'a fait plaisir de me dire, un founder, un peu à la Reed Hastings de Netflix, qui assume, on est là pour tout casser, on est là pour performer. On est là pas là pour faire copain-copain, on est là pour gagner. Oui. Et en France, je trouve que souvent, il y a cette culture où on doit, non, mais voilà. J'ai du mal à mettre des mots dessus, mais comment, en étant européen, par exemple, vous. Mais tu sais, t'as une sélection naturelle qui se passe parce que on est très transparent, mais on n'est pas là pour dire que Revolut c'est fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. Hein. Alors là, et il n'y a aucun jugement de valeur par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent chercher complètement autre chose, qui peuvent s'accomplir, avoir un accomplissement personnel dans des choses très différentes. Nous, on est Revolut, on sait ce qu'on veut faire, on sait comment atteindre nos objectifs. Et voilà, et si toi, ça t'intéresse, viens. Si tu trouves que c'est trop, etc., ne viens pas. Et c'est pas grave. Il n'y a pas de jugement de valeur. C'est pas pour dire les gens qui décident de ne pas venir et de faire autrement. Parce qu'il y a plein d'autres entreprises. Tu vois, moi, avant, j'étais dans une boîte suédoise où la culture était très, très différente. Elle est très, très basée sur le consensus, etc., etc., où c'était beaucoup moins, entre guillemets, top-down, etc., etc. Et c'est une entreprise qui a eu beaucoup de succès. Donc, je ne veux pas dire qu'il y a une recette. Il n'y a pas un modèle. Il n'y a pas un modèle. D'accord ? Le modèle de Revolut fonctionne, mais il y a d'autres modèles qui fonctionnent. Et je pense que ce qu'il faut, c'est que chacun soit à l'aise avec le modèle dans lequel il travaille. Parce que le pire, c'est d'être dans un modèle dans lequel on n'est pas confortable. Et alors là, il faut partir. D'accord ? Là, il ne faut pas rester. D'accord ? Et donc moi, c'est pour ça que je suis très transparent aujourd'hui pour expliquer ce que c'est Revolut. Parce que je veux m'assurer que les jeunes gens qui veulent venir aussi à Revolut savent exactement de quoi il s'agit, de telle manière à pouvoir ensuite avoir un succès incroyable ensemble. Intéressant. Et tu penses, comment ça se fait qu'il n'y en a pas beaucoup d'entreprises européennes qui ont un succès mondial? Alors ça, c'est une très très bonne question. D'abord, c'est très dommage. Parce que l'Europe a les talents. Alors ça, j'en suis convaincu. Ouais, en France, on a déjà plein d'ingénieurs qui sont fous, qui sont exceptionnels. Exactement. Donc honnêtement, c'est pas un problème de talent. Je pense que le premier problème de l'Europe, c'est qu'on pense global après penser local. Donc notamment en France, on se dit d'abord on va conquérir le marché français. On va conquérir le marché français. Une fois que j'ai ça, je vais conquérir le monde. Je pense que, alors qu'aux États-Unis, ils font la même chose, sauf que eux, c'est conquérir les États-Unis. Donc du coup, c'est un petit peu différent. Et en fait, tu remarqueras que les seules entreprises européennes qui ont eu et qui ont une domination, on va dire, mondiale, ce sont des entreprises qui, dès le début, ont réfléchi mondial. Tu vas prendre Spotify, tu vas prendre Adyen, boîte formidable, même Klarna, si tu veux, qui
qui est une boîte superbe, ou maintenant tu as Lovable, etc. C'est des boîtes qui ont pensé global dès le début. Alors qu'aux Donc, dès le États-Unis, début, ça veut dire ma langue de la boîte, c'est l'anglais. ouais, Ça veut dire quoi d'autre? mes investisseurs sont globaux. D'accord, c'est pas des investisseurs nécessairement locaux, etc., etc. Parce que forcément, quand ton VC, ça va être un VC américain, anglais ou autre, etc. Ça t'ouvre des portes qui sont pas du tout les mêmes que si tu fais du VC plus local. Je pense que c'est la manière avec laquelle tu construis ton produit. La manière avec laquelle, tu vois, nous, Revolut, on a construit le produit tout de suite en pensant global. Alors que d'autres néobanques sont toujours à ouvrir un marché, puis l'autre. Quand tu dis etc., global, ça. par exemple, ça voudrait dire ne pas se suradapter, par exemple, à des fortes spécificités, par exemple, françaises, et dire non à ça. Oui, parce que la vérité, c'est que l'Europe n'est pas un marché commun. On le croit, on l'espère, etc. Je pense qu'on pourrait faire de l'Europe un marché plus commun qu'il ne l'est, de telle manière à créer au moins une base pour les startups européennes où le marché domestique serait beaucoup plus gros. Et donc, du coup, la seule manière de gagner, c'est dès le premier jour, de ne pas se baser sur le marché domestique. Intéressant. Et tu vois quoi d'autre qui manque? Donc, il y a le côté pensée globale, mais qu'est-ce qui a besoin, si on est une boîte européenne, Alors, pour vraiment réussir mondialement? bon, après, il y a quand même un problème de financement. D'accord, il y a quand même moins de financement, notamment en Europe continentale, qu'aux États-Unis ou même au Royaume-Uni. Il y a quand même beaucoup moins d'accès aux liquidités. Pourquoi? Parce que c'est un système qui s'auto-nourrit d'une certaine manière. C'est-à-dire que l'écosystème tech vient beaucoup des exits passés. Tu vois, on peut prendre l'exemple le plus iconique, Elon Musk, qui vient de PayPal. De PayPal, il a fait Tesla. De Tesla, il a fait SpaceX. De SpaceX, il a fait Twitter, etc., etc. Mais des exemples comme ça, il y en a des dizaines et des centaines. Mhm. Et le truc, c'est que c'est ça qui alimente aussi le marché des capitaux aux États-Unis. Alors qu'en Europe, tu l'as quand même beaucoup moins. Et aussi, du coup, tu as moins ce rôle modèle, d'une certaine manière. Il y a moins d'entrepreneurs à succès qui vont faire la une des journaux, etc., etc., et qui vont nous permettre de dire, ah tiens, moi ça m'inspire et j'ai envie de grandir là-dessus. Après, il y a quand même des avantages en Europe, hein. Un des avantages en Europe, c'est la qualité des talents et malheureusement le coût des talents aussi. Parce Ah qu'aujourd'hui, bah, il y a c'est clair, San Francisco, ça fait mal, hein. il y a un fossé qui s'est créé. C'est hallucinant. Alors que tu regardais il y a 10 ans, 10-15 ans, C'était pas tant. t'avais pas ce fossé-là du tout, du tout, du tout. Ça s'est complètement creusé en 10-15 ans où nous, les salaires, ils sont restés Stable, hein. assez stables, alors que ça s'est complètement volé aux États-Unis. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, créer une boîte aux États-Unis, ça coûte une fortune en salaire, etc., etc. Et là, aujourd'hui, l'Europe a un coup à jouer à ce niveau-là, qui, à mon avis, est intéressant. Et après, je pense que au niveau de la régulation, etc., je pense qu'on peut faire beaucoup mieux pour unifier l'Union européenne. On peut faire beaucoup, beaucoup mieux, je pense. Sujet qui a rien à voir, mais ça m'intéresse là peut-être plus de rentrer dans ta vie. C'est quoi qui a été dans ton parcours, peut-être dans les dernières années, un des plus gros challenges, émotionnellement les plus difficiles? Parce que c'est une question qui souvent apporte de la valeur, parce que moi, j'interviewe plein de personnes qui ont des parcours, entre guillemets, de réussite ou hors du commun. On voit la face visible de l'iceberg, on se dit ah c'est une vie facile, c'est incroyable, des grosses réussites. Et souvent les gens ne se rendent pas compte de ce que ça implique. Par exemple, pour toi d'être à ton niveau, le stress, les prises de décision compliquées. Si on se rend dans ta vie, c'est quoi un des événements ou une série d'événements qui a été vraiment difficile? Ok, alors bon, il y en a eu plein au grandi de ça. Je pense que le premier, c'est moi j'ai monté ma boîte il y a je sais plus, une douzaine, quinzaine d'années, qui a été un flop absolu. Euh, et j'ai compris que j'étais pas un bon entrepreneur. C'était quoi qui était le plus dur? C'était en fait, parce qu'avant je venais du conseil, et en fait je pensais avoir une bonne idée. Et en fait, ce que j'avais pas compris,
c'est que avoir une bonne idée, c'est 10 à 20% du travail. Après, le reste, c'est que de l'exécution. Et qu'à un moment, tu te prends ça en boomerang quand tu es tellement convaincu par ton idée que tu comprends pas pourquoi elle fonctionne pas. Et en fait, c'est juste parce que l'exécution est pourrie. Et que en fait, tu peux avoir la meilleure idée du monde, ça suffit pas, quoi. Ça sert à rien. En fait, l'idée, c'est presque pas très important. C'est comment tu l'exécutes. Comment tu l'exécutes, comment tu itères, comment tu grandis, comment tu testes de nouvelles choses, etc. etc. Et c'est vraiment cette capacité à se pousser et à se mettre une discipline dans l'exécution plutôt que de se gargariser de la super idée que j'ai, c'est une évidence. Et quand tu dis j'ai réalisé que j'étais entre guillemets pas un bon entrepreneur, c'est quoi que tu as réalisé en fait? C'est que j'avais du mal à faire des choses qui ne me passionnent pas. Pas qui ne me passionnent pas, non, dans lesquelles je ne suis pas bon. Alors que l'entrepreneur, il doit tout gérer au début. Exactement. Et donc moi, il y a des choses où je suis bon, il y a des choses où je suis pas bon, et j'aime pas faire les choses où je suis pas bon. Et ça, c'est très difficile, hein. Ça, c'est très difficile, parce que tu ressors très peu de satisfaction à faire des choses où t'es pas bon. Et être entrepreneur, c'est faire. Tu peux pas être bon partout, mais il faut les faire. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal. Tu vois, ça, j'ai eu beaucoup de mal. Et donc, du coup, je sais que... Et c'est pour ça que j'ai énormément de respect pour les... Alors, je travaille très, très proche des entrepreneurs. J'ai travaillé dans pas mal de startups, etc. Mais toujours pour les aider justement à grossir, à scale up, etc., etc. Ça, je travaille très, très bien avec tous les founders et compagnie. Justement, j'apporte beaucoup de valeur par rapport à ça. Mais moi, en tant que tel, c'est pas forcément quelque chose dans lequel je suis bon. Et donc, tu as réalisé via ça que ta zone de génie, elle était où du coup? Elle était justement dans cette idée de numéro 2. Dans cette idée d'être juste derrière le founder, l'aider à faire, le laisser faire le 0 à 1 et faire le 1 à 100. Et je suis très bon pour faire le 1 à 100 et c'est ça ma zone de confort. Parce que le 1 à 100, le modèle, c'est d'aller chercher des talents qui, eux, vont se spécialiser sur les endroits où toi, c'était pas le plus fan, c'est ça? C'est ça, exactement. Et du coup, tu as quand même une capacité, parce que quand tu es à 1, tu as déjà du levier, tu as déjà des choses sur lesquelles tu peux travailler, tu vois. Moi, quand j'ai commencé chez Revolut... Un peu plus d'argent déjà. Voilà, exactement. Il y a de l'argent, il y a un produit, il y a une structure, tu vois, tu peux faire des choses, tu vois, tu as un peu plus de soutien, tu vois, pour aider, etc. Et donc, ça permet d'accélérer. Et du coup, après, je pousse, tu vois, de la même manière. Moi, je suis arrivé chez Revolut dans le marketing, etc. Et on était 5 ou 8, enfin, on était moins de 10. Le marketing, 10? Oui, c'est ça. Quand je suis arrivé, si tu veux. Et là, maintenant, on doit être 200, un truc comme ça. Donc, en 4 ans, on est passé de 10 à 200. Et ça, je sais faire, ça. Ça, je sais mettre à l'échelle une organisation, etc. Mais c'est très différent. Passer de 10 à 200, de passer de 0 à 10, c'est un métier qui est très différent, en fait. C'est très, très différent. Et j'ai énormément de respect pour les gens qui font ça. Et pour quelqu'un là qui recruterait, qui chercherait un profil comme toi, c'est quoi qui fait un bon, soit un bon GM, soit un bon... tu as démarré VP Growth, il me semble, à Revolut. Ouais. C'est quoi qui va déterminer un super profil versus un moyen? Ou versus, même faire mieux. C'est quoi qui va déterminer un excellent profil versus un bon? Je pense qu'il faut démontrer plus du succès dans les rôles qu'on a eus. C'est-à-dire que quand tu vois un profil qui a sauté tous les 2 ans d'un poste à l'autre, et en fait qui a eu ses promotions en passant d'un poste à l'autre, ça c'est jamais bon signe. Je pense que les meilleurs profils, ce sont justement les profils qui vont rester 5, 8, voire même 10 ans en fait dans une boîte et qui justement ont réussi à gagner en influence et à grandir dans l'entreprise. C'est une preuve inéluctable qu'ils ont été reconnus, ont été reconnus et qu'ils ont créé de la valeur. Et la création de la valeur est indéniable. Donc toi, quand tu vois un CV et tu vois que la personne, ses seules promotions, c'est en changeant de boîte, alerte rouge. Ça, c'est alerte rouge. Ça, c'est sûr que non. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Non, parce qu'il faut démontrer. Parce que, aussi, ce qui est important, c'est de savoir le jour où tu as démissionné, est-ce qu'on t'a offert une contre-offre avec une promotion ou pas? Non. Ah, bah alors,
t'étais peut-être pas si bon, si tu veux. Tu vois quelqu'un qui était manager, il a voulu passer directeur, il a eu un nouveau job en directeur, etc. Mais est-ce que tu as une contre-offre pour que eux te mettent directeur? Non, j'ai pas eu. Bon, bah, c'est que tu méritais pas ta promotion de directeur. Et donc, toi, par exemple, en entretien, tu vas creuser ça. Je vois que tu es Ouais. passé d'une boîte à l'autre. Ouais. Est-ce que ta boîte, elle t'a proposé Ouais, une contre-offre? Exactement. Non. Red flag, quasiment aucune chance. Ah oui, exactement. Ah ouais, bah, bien sûr. Si les gens te retiennent pas, c'est que t'étais pas si bon. Est-ce que tu penses justement par rapport à ce côté 01, 100 donc effectivement, le founder, et moi je vais me reconnaître dans cet archétype-là, ben, j'ai appris la compta, le montage vidéo, le marketing, le dev, la finance, la fiscalité, j'ai appris tout. Ouais. Donc ça crée un profil facilement hélicoptère, parce qu'en fait, de toute façon, tu as tout appris déjà de base. Ouais. Moi, mon dilemme que j'ai, avec, là on est 40 personnes, donc, et je sais que je suis pas ma zone de génie, moi, d'aller structurer l'organisation pour qu'elle se développe plus. Ouais. Donc je suis typiquement en recherche d'un profil plus GM, et je ne sais pas à quel point c'est faire, je sais pas si c'est le terme, d'attendre justement dans ce côté hélicoptère. Est-ce que tu penses que je peux trouver un profil directeur, par exemple directeur général, qui va faire hélicoptère, ou en fait non, c'est pas une bonne attente de ma part? Bah, en fait, après, ça dépend s'il a skin in the game. Hein. Ça va dépendre de comment est-ce que c'est quoi les incentives, etc., etc. Je pense que pour moi c'est clé. Donc parce là, tu que- parles d'equity par exemple. Ouais, exactement. Parce que sinon, tu vas clairement passer en manager mode. Et alors là, c'est la fin de. Je pense que c'est la fin des haricots. Hein. Je pense que le niveau. Parce que après, ce que tu vas avoir, c'est que tu vas avoir quelqu'un qui va du coup commencer à mettre plus de structure. C'est pas forcément une bonne chose. Hein. Tu sais, t'as le bazar organisé. Tu vois, mais tu sais, j'y crois d'une certaine manière. Parfois, trop de structure, ça fait aussi que les gens peuvent plus se cacher. D'accord. Et tu déresponsabilises une fois de plus ton organisation. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. Il faut garder, moi je pense qu'il faut garder une culture où tu dois être capable de parler à tout le monde sans demander l'autorisation à qui que ce soit. Le jour où tu commences à avoir besoin de l'autorisation de Là, c'est fini. là c'est fini. Là, t'es devenu une grosse boîte. Là, c'est terminé quoi. Si le manager commence à se plaindre que Tu l'as sauté. que- alors là c'est red flag. Là, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est quoi un des meilleurs conseils qu'on t'ait donné dans ta carrière? Et qui du coup? Qui te l'a donné? Mon meilleur conseil. Ah. Mais je sais plus qui me l'a donné. Et je sais pas si quelqu'un me l'a donné. C'est pas grave. Donc c'est quoi le Alors, c'est fais en sorte de te rendre redondant. Cultive ta redondance. Explique. Il faut savoir se rendre inutile pour pouvoir faire autre chose. Et donc, quand tu construis ton équipe, Comment je m'enlève de l'organisation quelque part? Comment je m'enlève de l'organisation? Ce que les gens ne comprennent pas, c'est à quel point être essentiel dans une organisation est un frein à sa carrière. Il y a tellement de gens, je suis sûr que tu en connais, qui sont hyper bons dans ce qu'ils font. Et donc le pire que tu pourrais faire, c'est leur donner un autre job. Et c'est ça le vrai problème. Et à un moment, il faut se rendre inutile. Si tu ne te rends pas inutile, tu feras jamais autre chose. Parce que l'organisation, ton manager ou autre, prendra jamais le risque de t'enlever. Et donc, il faut savoir, et il faut avoir la maturité de se rendre inutile. Se rendre indispensable, c'est le pire qui puisse t'arriver pour ta carrière. Parce que du coup, tu bougeras jamais. Parce que c'est beaucoup trop risqué de te bouger. Alors que si tu fais du super boulot et que en plus, tu formes ton équipe de telle manière à pu faire ça, donc tu avances. Tu vois, d'une certaine manière. Et moi, toute ma carrière a été construite comme ça. Parce que moi, j'arrive du analytics, data science. J'ai fait plutôt du bon boulot. Donc, du coup, j'ai mis quelqu'un pour s'en occuper. Ensuite, je suis passé côté growth et performance marketing, donc très data, etc. etc. Après, c'est là où je suis passé aussi chez Revolut. J'ai commencé vraiment très sur la performance. Performance, ça a été fait. Du coup, je suis passé plus sur l'aspect brand, etc. J'ai une super équipe, donc je passe à autre chose. Je fais de tout ce qui est plus PR, communication et même government affairs, lobbying et compagnie. Et donc comme ça, je bouge
pour faire des choses en fait qui sont très différentes. Et à chaque fois, je passe à autre chose. Et j'apprends plein de choses comme ça. Mon rôle, il a énormément évolué depuis que je suis à Revolut et même depuis avant. Et c'est parce que j'ai réussi à chaque fois à ne plus être indispensable sur ce sur quoi je travaillais. Donc se rendre inutile, c'est une vraie force de carrière. Et donc, comment aujourd'hui t'apprends? C'est quoi tes manières d'apprendre? Tu lis, t'as des podcasts, t'as des mentors, t'as du coaching. C'est quoi ta manière de progresser? Alors, alors, j'ai pas de coaching, j'ai pas de formation, je lis très peu, enfin en tout cas pas de livres de management ou autre. J'écoute pas de podcasts, très peu de podcasts. Euh, mais je parle à des gens, je parle beaucoup à des fondateurs, je parle beaucoup à des partenaires, je parle beaucoup à des VC. euh, et en fait, c'est là où tu apprends. C'est là où moi, en tout cas, je me nourris beaucoup de ça et je me nourris aussi beaucoup de mes équipes. Parce que j'ai la chance d'avoir une super équipe et qui, en fait, me nourrissent. Moi, j'aime quand on me dit que j'ai tort. C'est beaucoup plus puissant que les gens qui me disent oui, t'as raison, Antoine, etc. C'est pas très utile. J'apprends beaucoup plus et il faut cultiver cette culture où on peut. Il faut que je montre que je suis capable de changer d'avis. Montrer et accepter quand j'ai tort et le faire de manière très publique. Parce que du coup, quand je fais ça, Tu montres que c'est ce que tu veux. je montre, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, et comme je le fais dans ces meetings où on est 50, etc., où je le dis de manière très factuelle, oui, j'avais tort, ok, on fait ça, ou alors j'ai changé d'avis, et oui, je sais, j'ai changé d'avis, donc Donc, comment tu fais par exemple? Parce que moi, un truc qui peut me. On a un call, on va avoir un échange avec quelqu'un de l'équipe. Il dit des arguments. Sur le coup, j'arrive pas forcément à réaliser que je suis d'accord. Ouais. Je finis le call, ça me processe, ça me fait réfléchir et je sais pas, 2 jours plus tard, je lui dis en fait, il a raison. Mais du coup, je suis plus en face de mon équipe. Comment tu fais? C'est-à-dire pour pouvoir le rendre public. Ouais, mais moi, l'avantage, c'est que je parle à l'équipe toutes les semaines, donc c'est très facile. Donc, Donc la fois suivante, tu la dis fois j'ai suivante, réalisé que. je dis oui, non, mais t'avais raison, c'était nul ce que j'ai dit. Et il faut le dire de manière très publique. Et ça marche très bien. Parce que du coup, je crois beaucoup à la vulnérabilité des managers. Je pense que c'est un vrai pouvoir. Être vulnérable, c'est un vrai pouvoir. Je pense que ça crée beaucoup plus de proximité avec les équipes et je pense que ça aide les équipes à prendre plus de responsabilités et à s'exposer beaucoup plus. Mais quand tu rencontres des founders ou des VC ou des gens en tout cas que tu trouves brillants, tu as des questions un peu favorites? Si j'avais accès à tes 40 dernières conversations, est-ce qu'il y aurait des patterns de choses que tu aimes creuser? Ouais, alors Ou de comment tu aimes creuser ouais, plutôt? j'aime beaucoup creuser les cultures qui fonctionnent. Les cultures d'entreprise qui fonctionnent parce qu'il y a comme je le disais, il y a des cultures très différentes. Mais genre si je suis un VC, tu vas dire quoi ou un founder, tu vas me poser quoi comme question? Alors, si t'es founder ou t'es VC? Je suis un founder. Parce que les VC, c'est très différent. Ouais, oui, Hein. c'est pour C'est ça. Non, c'est founder. très, c'est très. Non, founder. Alors, Je lui perdu son nom, mais je suis le CEO founder de Spotify. Daniel Ek. Ou alors non, lui, ouais, Daniel. Non, je pense que c'est comment est-ce que. Alors peut-être pas, là j'ai l'impression que j'ai pas la bonne case. Donc un founder. Alors, un founder de scale-up qui a toujours gardé. C'est comment est-ce qu'il a réussi à garder ce manager mode. Comment est-ce qu'il a Founder réussi mode. à garder ce founder mode, pardon. Et surtout, c'est comment est-ce que. Parce que ce qui est très dur, moi je trouve que c'est ce qui est très très dur personnellement, c'est de garder l'intensité sur le temps long. Ouais. Parce que c'est très dur quand même, hein, physiquement, mentalement, etc. Si tu veux, parce que moi c'est pareil, moi j'ai 25 équipes, j'ai les business reviews de 25 équipes, plus 25 101, etc. etc. Et tu passes d'une demi-heure à l'autre, les sujets sont complètement différents. Il faut être plugged in pour chacun de ces meetings. Et c'est très fatigant, si tu veux. C'est très très fatigant. Remote. Tout en remote. Je travaille toujours de chez moi à 100%. Et du coup, c'est pour ça que c'est pratique, parce que tu débranches, tu reconnectes, ça va très vite. Mais one-on-one, c'est en général plutôt 15 minutes. Donc, je fais des séquences de 15 minutes, j'en mets 6 d'affilée, clac, 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 je fais 6 one-on-one, 6 fois 15 minutes, et hop, on discute et on y va.
Et ça, c'est très très fatigant. Et Donc, c'est il n'y a très, même très pas de difficile. chit-chat en 15 minutes. Il n'y a même pas de Non, comment c'est- tu vas, etc. Direct, Oh, efficace. ça va assez vite, oui. Assez vite, on va sur la. Comment tu vas? on- Très bien. Ok, on- super. Les on- KPI. On va dans le contenu, on va dans le contenu assez vite. Mais c'est comment est-ce que tu arrives à faire ça sur le temps long, tu vois, et c'est quoi ta recette Et en c'est quoi termes... que tu as appris Après, chacun trouve les choses. mais pour toi? Moi, ce que j'ai appris, c'est il faut se donner des vraies coupures. C'est-à-dire que je prends beaucoup de time off. Tu vois, c'est-à-dire que soit tu es là, soit tu pas là. Genre, t'arrives, tu coupes totalement. Ouais, non, c'est ça. C'est-à-dire que je vais prendre 3-4 semaines de vacances l'été. Tu Tu vois, coupes. je T'arrives coupe. à couper. Je vais prendre 2 semaines à Noël. Je vais reprendre, je sais pas, dans l'année, je dois prendre au moins 7-8 semaines de vacances. Mais là, t'arrives à Tu ne vois. pas regarder ton téléphone? Ouais, j'arrive assez bien. Ça va dépendre des périodes. L'été, je le fais très bien. À Noël, je le fais très bien. Quand tu pars autour de Pâques, ça va à peu près. Mais si là, tu vois, j'ai pris du temps en octobre. Octobre, ça va assez vite quand même. Donc là, c'est un petit peu plus difficile. Ça va dépendre de la période où tu Et pars. ça te recharge. Et ça me recharge. En fait, c'est prendre et faire des vraies belles coupures. Après, il y a des gens, c'est plus le sport. On Ouais. va dire, ils ont besoin de faire du sport le matin ou du sport le midi Régulièrement. Ouais. régulièrement, etc., etc. Donc ça les ressource. Il y en a, c'est écouter des podcasts, etc. Mais il faut trouver Sa manière ça- de se ressourcer. sa manière de se ressourcer et de garder un niveau d'énergie très élevé, en fait, dans tout ça. Super intéressant. Tiens, tu peux prendre 3 cartes, une par une, et répondre aux questions. C'est des petites questions rapides et donc réponses rapides. Si tu pouvais échanger ta vie avec quelqu'un pour une journée, qui choisirais-tu? Vivant ou décédé, si tu veux. Écoute, j'étais au concert d'Oasis il y a pas très, il y a de ça quelques semaines et je pense que Noël Gallagher sur scène, je pense que, Tu te ferais un petit kiff je à être sur pense que je scène. me ferais un petit kiff parce que honnêtement, créer un tel niveau d'engagement, etc. Quand on parle de marque, enfin, ça c'est une marque si tu veux d'une certaine manière. Après, je connais pas la personne, etc. Donc je sais pas, je sais pas dire. Mais honnêtement, je pense que ça va être un bon kiff, ça va être une bonne journée quand même, tu vois. Un concert à Wembley, ça va être une bonne journée, tu vois. Je pense que ça va être une bonne Je journée. pense que t'as du mal à dormir. Là, c'est la première fois que tu le vis. Ouais. Je pense que tu dors pas bien. Ouais, Je non, pense tu que dors ton pas énergie bien, est tu en dors. adrénaline. Mais créer ce niveau d'engagement, honnêtement, j'étais dans le public, les gens pleuraient, quoi. Oh, waouh. Les gens pleuraient parce qu'ils revoyaient deux frères ensemble, etc. Je me dis, qu'est-ce qui crée ça? Qu'est-ce qui crée ça? D'une certaine manière, ou Zidane en 98, si tu veux, mais c'est des émotions que seul le sport ou les arts, etc., peuvent créer. Et je pense que honnêtement, c'est hyper humain. C'est T'es fan de tout ce qui est mécanique, toi, c'est ça? De ce que je crois. Voiture, non? Ouais. Bah, on a signé Genre Formule 1, ça doit être. Le Formule 1, ouais, non, c'est sûr. Parfait. Autre question. Allez. Ah, la décision la plus difficile que tu aies eu à prendre. Ah, alors celle-là est intéressante. Ça revient il y a beaucoup plus longtemps que ça. À la fin de mes concours. Mon rêve depuis que je suis gamin, depuis que je suis vraiment tout jeune, j'ai toujours été attiré par les étoiles, Oh, waouh. l'astronomie, tout ce qui est aéronautisme, etc. C'était vraiment mon rêve. Et donc, du coup, très jeune, on m'a dit écoute, ce qu'il faut que tu fasses, c'est super-héros. C'est super pour toi, etc. Et donc, du coup, toute ma vie, j'ai voulu faire super-héros. Et j'ai passé mes concours, etc. Et les concours se sont très bien passés. Et en Pour fait, super-héros? et donc du coup, j'ai eu super-héros, mais j'ai aussi eu les mines de Paris. Et sauf que dans l'imaginaire des gens ou dans la manière avec laquelle la société française se définit, les mines de Paris, c'est au-dessus de super-héros. Et que donc, du coup, tu peux pas... Et donc, en fait, la décision la plus difficile, c'est qu'en fait, j'ai suivi la bien-pensance française, etc., qui dit qu'il faut toujours prendre ce que tu as de mieux, plutôt nécessairement ce que tu voulais. Et donc, en fait, je suis allé aux mines plutôt que d'aller à super-héros. Que je regrette pas forcément aujourd'hui. Je suis très content. Je veux dire, je suis ravi de ce que je fais, etc., etc. Mais tu vois, des moments, tu as des choix dans la vie où toute ta vie, tu as grandi en voulant faire ça. Et à un moment, tu l'as Et tu le prends pas. et tu le prends pas. Donc même si tu regrettes pas, il y a un petit peu ce truc de... La leçon, c'est quand même de se dire,
d'écouter le truc que tu as envie de faire, c'est ça? La leçon, c'est de se dire que, en fait, ce qui est un petit peu triste dans tout ça, c'est la manière avec laquelle finalement on est tous embarqués dans un train. Conditionne. Ok. Et est-ce que vraiment on conduit le train ou pas? C'est un peu ça la question, si tu veux. Est-ce qu'on conduit le train ou est-ce que quelqu'un d'autre conduit le train? En fait, un espèce de système, etc., qui fait que... Toutes les au injonctions de final, la société, de nos voilà. parents, des gens autour de nous. Exactement. Est-ce que j'écoute vraiment ce que j'ai envie de faire? Exactement. Donc c'était probablement la décision la plus difficile que j'ai eue. Et tu fais comment aujourd'hui pour t'assurer que tu conduis le train? Mais est-ce que j'ai besoin de conduire le train? Parce que c'est ça la question. Tu sais, c'est un peu la matrice, d'une certaine manière. Est-ce que tu as envie d'être dans la matrice ou tu n'as pas envie d'être dans la matrice? Est-ce que finalement, T'es pas plus heureux T'es pas en plus étant heureux dans le wagon? est-ce que t'es pas plus heureux en étant dans le wagon qu'en étant le pilote? Grande question philosophique à laquelle j'ai pas encore de réponse. Et genre là, si le prix des billets pour aller dans l'espace il descend, tu y vas? Ah oui, j'y vais, ouais. Ah ouais, c'est sûr, j'y vais. Ah, c'est sûr, j'y vais. Tu sais que quand j'étais sur l'île de Richard Branson avec Richard Branson, D'accord. il venait juste de revenir de l'espace. Ouais. On aurait dit à un enfant. Un enfant qui parlait de ça. Il nous racontait que il n'avait pas aimé que Jeff lui envoie pas un petit message. Par contre, que Elon Musk l'avait surpris avec son enfant dans les bras sur la piste, je sais pas comment on appelle ça, D'accord. sur le tarmac, Ah, c'est juste avant de partir, et qu'il était venu le voir en disant bravo, c'est super. Ah, Et quand tu vois les images, c'est impressionnant, quoi. non, c'est fou. Non, c'est fou. Donc à partir de quel prix tu te dis allez, je me fais la folie? Je sais pas, j'ai pas trop de... Non, la question c'est est-ce que j'irais juste pour faire 2 minutes en apesanteur comme c'est le cas aujourd'hui avec Blue Origin ou j'aimerais bien faire une orbite si tu veux. Après, Une nuit, quoi. voilà, faire une nuit ou faire un truc comme ça, mais je pense que j'ai le temps encore on verra ce que ça sera dans 10, 20 ans, etc. Et t'as un peu la peur du danger ou pas du tout? Oui, alors j'ai pas la peur de la vide, j'ai la peur du vide, mais j'ai pas trop la peur du danger. Non, j'ai pas trop la peur du Tu te danger. dis pas, il y a une micro-probabilité que je revienne pas? Oui, enfin en même temps on l'a partout, donc non, je l'ai pas plus, je l'ai pas plus que ça. Je l'ai Ok, pas plus que ça. vas-y, troisième carte. Troisième carte. Qu'est-ce qui t'agace le plus chez les autres? Ah, bah ça c'est assez facile. Beaucoup de choses qui m'agacent chez les autres. Non, ce qui m'agace, c'est les faux experts. Ça m'agace énormément. Des gens qui donnent des vérités, mais qui en fait n'ont aucune profondeur sur le sujet sur lequel T'as lu ils deux discutent. livres et tu... Ah ouais, c'est ça, exactement. Et c'est juste insupportable. C'est juste, mais en fait, tais-toi. En fait, non. Et donc, du coup, ça m'insupporte. Et le monde est plein de ces gens-là. Il y a Donc un ce que paquet. t'aimes derrière, du coup, l'opposé, ce que t'aimes, c'est quoi? C'est la remise en question? Ouais, c'est ça. C'est les gens qui savent ce qu'ils ne savent pas Hmm. et qui, en fait, plus tu creuses et plus tu trouves de la profondeur. Hmm. D'accord? Et ça, j'adore. Parce que tu vois quelqu'un qui paye pas de mine, etc. Tu vois, qui commence à discuter. Et c'est un puits de... Et puis c'est un puits. Et c'est un puits. Et ça, c'est incroyable par rapport à d'autres personnes qui vont venir avec des grandes idées, justement, qui ont lu ces livres de marketing, etc. Et qui viennent me voir et qui m'expliquent le monde du marketing. Et je fais, ok, ça m'intéresse pas. Honnêtement, ça m'intéresse pas. Parle-moi de ce que t'as fait, pas de ce que tu sais. Ouais, exactement, concrètement. Et toutes ces agences marketing qu'il y a partout, etc., c'est les pros à ça, quoi. Et ça m'agace. Ça m'agace. Quand les gens n'ont pas de profondeur, ça m'agace. En tout cas, Antoine, j'ai adoré ce petit voyage avec toi. C'était cool, merci. Merci à toi. J'espère que tu as apprécié l'interview. Si tu cherches à faire passer ta boîte à un autre niveau, j'ai un truc pour toi. J'entreprends depuis 2010, j'ai fait un tas d'erreurs pour passer de 0 à un business de 10 millions de chiffre d'affaires et comment créer une audience de plusieurs millions d'abonnés. Et justement, j'ai fait une conf dans laquelle je rentre dans le détail sur ça. C'est une conf pratico-pratique. J'ai eu la chance dans toutes ces interviews d'apprendre plein de choses. Il y a des trucs qui m'ont vraiment débloqué, qui m'ont permis de passer des paliers. Bref, on a décidé pour la première fois de prendre une conf business et de l'offrir gratuitement sur YouTube. Donc si le business ça t'intéresse, que tu as envie de craquer le prochain palier et faire un business de plusieurs millions et peut-être même de dizaines de millions, je t'invite vraiment à la visionner. Je suis certain que ça va t'apporter de la valeur. J'ai hâte de lire tes retours en commentaire. Ciao.